Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Allo Mélenchon, l'émission dans laquelle vous pouvez poser vos questions directement à Jean-Luc Mélenchon dans le chat sur Twitch et bien sûr dans le Twitter Space que nous allons lancer dans un petit instant en direct. Nous animons cette émission avec Clémence Guettet, co-responsable du programme. Bonsoir Clémence. Bonsoir Antoine. Antoine Léaumont, chargé de la communication numérique, et Jean-Luc Mélenchon qui est à nos côtés évidemment. Alors, on va parler du programme. Ça s'appelle Allo Mélenchon. C'est vrai, ça pourrait être ton prénom. Allo. On va parler du programme. Il y aura des questions aussi moins sérieuses, mais juste un mot déjà pour vous dire que le programme, on en a vendu 50 000 exemplaires en 3 semaines. Donc on est content. Ça bat en brèche les idées selon lesquelles les gens ne s'intéressent pas au programme. 50 000, et donc évidemment, on va continuer de le diffuser dans les semaines à venir. Les groupes d'action notamment font des points de diffusion partout dans le pays pour essayer de convaincre sur nos propositions. Il nous reste 3 à 4 mois maintenant. Donc voilà, on est content. C'est plutôt un bon démarrage sur ce sujet. Oui, moi je suis content aussi, mais j'aurais aimé qu'il y en ait eu davantage mis en place, parce que le nombre d'endroits où on m'a prévenu par retour, les gens me disaient « Ah, tu sais, j'en ai plus trouvé. » Dans les librairies. Mais bon, il y a un problème dans l'édition, on m'a dit, parce qu'évidemment, vous devinez que toute l'équipe ici était un peu à cran. On nous a dit il y a un problème partout pour avoir assez de papier, donc on a du mal à prendre des risques, à dire d'un coup je peux comprendre ça. Mais à la fin, il va y en avoir beaucoup, je l'espère, de diffuser, mais nous on va devoir faire le travail continuellement pour relancer cette affaire. C'est le cœur de la campagne, le bouquin, le livre sur le programme. Pour Noël, vous pourriez mettre ça dans les sabots. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont prévu de le faire. Ah ouais? Ouais. En tout cas, les Insoumis, je sais qu'ils l'offrent pour faire débat à leur famille, souvent aux gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et ben oui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont prévu de le faire, donc ça permet de créer... Parce que pour le réveillon, vous allez le pourrir avec de la politique. Non, quand même, pas trop. Mais surtout, soyez raisonnables. Il faut vous tester avant d'aller faire le réveillon. Vous ne vous rendez pas tous malades. Encore que moi, j'y comprends plus rien, parce que autrefois, on avait expliqué que l'ARS nous préviendrait quand on n'était qu'à contact. Ils ne préviennent plus personne. Quand tu découvres quelqu'un dans ton environnement qui est cas positif, après, toi, tu cours comme un fou pour aller te faire tester et vérifier. On te dit que tu es négatif. Bon, enfin bref, moi, je suis les protocoles, mais honnêtement, maintenant, je ne sais plus pourquoi, parce que j'ai l'impression que tout ça est assez incohérent, quoi. Bon. Et effectivement, il y a un petit danger sur ces fêtes de fin d'année. Tu as demandé à ce que les tests redeviennent gratuits, ce qui semble indispensable pour que tout le monde puisse... Parce qu'il faut bien comprendre, parce qu'il y a toujours des polémiques secondaires, toujours des gens qui sont des champions pour arriver à créer un foutoir là où il n'y en a pas. Si on me dit oui, mais il n'y a qu'à se vacciner maintenant, c'est pas le sujet. Si tout le monde voulait, de ceux qui ne sont pas vaccinés, se vacciner aujourd'hui, ils ne seraient pas prêts à temps pour le réveillon. D'accord? Donc c'est pas la peine qu'on passe des heures à discuter de ça. La question c'est, vous allez aller au réveillon, vous vaccinez ou pas, c'est votre affaire, mais si vous allez au réveillon, que vous soyez vacciné ou pas, mieux vaut faire un test avant, parce que vous pouvez être vacciné et contaminé, et puis si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez contaminer tous les autres. C'est votre liberté, mais en même temps, je sais qu'il n'y a personne qui a envie d'aller rendre malade tous les autres. D'accord? Bon, alors celui ou celle qui a décidé qu'il ne se faisait pas vacciner, il vérifie avant d'y aller. Voilà, ça s'appelle la responsabilité, puis tout le monde est prêt à le faire, mais pas à 40 € pièce, quoi. Si c'est un couple, une famille, tu vois, tout de suite, tu n'as pas commencé le réveillon, tu t'es déjà fait délester de 200 €. Non, c'est pas possible. Alors, on a déjà plein de... Comme tu veux, on a plein de demandes déjà de prise de parole un peu partout. Donc, comme tu veux. Peut-être on peut commencer par une question du chat. Ah ben non, choisissez, parce que là, ça passe à toute vitesse. T'en as plein. Alors, on peut parler formation professionnelle. Il y a des questions sur la formation professionnelle. Ouais. Pourquoi? Il y a Thierry 7594 par exemple qui demande: bonsoir, est-il prévu des réformes côté formation pro et contribuer à accompagner correctement des reconversions professionnelles? Vous avez décidé de tuer l'émission, là? Non. Je vous fais une conférence sur l'enseignement professionnel quand vous voulez. Bon, si tu peux on va dire 2-3 généralités pour que chacun comprenne l'importance du problème. Déjà, c'est un sujet. Non, mais parce que comme les élites politico-médiatiques, ils y mettent pas leurs gosses dans l'enseignement professionnel, c'est pas leurs gosses qui sont apprentis, c'est pas leurs gosses qui sont en bac professionnel, c'est pas leurs gosses qui sont dans les filières techno. Je dis oui, c'est bien, mais bon, ça les intéresse que très moyennement.
Or, la moitié de la jeunesse de l'enseignement secondaire est là-dedans. La moitié, pas 10%, 20%. Je vous recommande d'ailleurs une blague un peu pour voir quel est l'esprit petit bourgeois qui vous entoure. Vous dites, bon alors, à votre avis, il y en a combien? Alors, les gens les mieux intentionnés disent, ah quand même, il y a bien au moins 20% de la jeunesse qui est là. En fait, c'est 50%. Et donc, ça vous donne une occasion de vous marrer un peu sur le dos des autres, ce qui fait toujours plaisir des fois. Alors, bon, qu'on comprenne ensuite l'enjeu. Il n'y a aucune économie un peu développée qui fonctionne si elle n'a pas d'ingénieurs, bien sûr, mais si elle n'a pas de cadre intermédiaire de la production, c'est-à-dire des gens qui sont niveau brevet de technicien supérieur et bac professionnel. Parce que la quasi-totalité des métiers sont des sciences pratiques, mais dès que vous arrivez, vous comprenez ce que je suis en train de dire, des sciences pratiques, ça veut dire que ceux qui racontent qu'il y a une intelligence de la main, ça n'existe pas tout ça, tout est dans la tête. Donc il faut, le niveau s'élève de plus en plus pour manier des machines, pour manier tout, mais y compris nettoyer une pièce. Il faut pas se tromper dans les produits, il faut savoir lesquels sont les plus efficaces. Alors on peut dire oui, tu exagères. On m'a dit une fois, tu es un démago parce que tu dis ça. Non, c'est que vous avez jamais vu un atelier de production de barquettes où on met des barquettes de charcuterie. Amuse-toi à pas avoir nettoyé correctement le sol ou les machines et tu vas voir si l'inspecteur qui passe derrière, il t'arrête pas tout. Alors donc tous les métiers sont importants, tout le monde fait quelque chose qui est indispensable. Alors, je vous ai pas encore raconté celle-là, alors je vous la raconte maintenant. Quand je suis allé à Kourou, on était là en train de discuter tout ça, le tir de la fusée. Puis alors, à un moment donné, ils mettent la fusée sur un endroit, puis alors ils la sortent, elle va passe par la voie ferrée, elle va jusqu'à l'endroit. Et moi j'ai dit, et comment elle fait le chemin? On m'a dit, c'est bien, c'est très simple, c'est tiré par un camion. Ah bon, d'accord. Donc tout le truc, et j'ai dit, mais qui c'est qui conduit le camion? C'est automatique? Ah non, il y a quelqu'un dedans. Autrement dit, tout ce bazar, des milliers de gens qui ont fabriqué le satellite, ceux qui ont mis la fusée, tout, il y a un gars qui a tout ça dans ses mains, c'est un homme. Encore, je suis pas sûr parce que la personne qui conduisait notre bus, c'était une femme. C'est celui qui est derrière le volant. Donc vous avez intérêt à avoir là quelqu'un qui est le top. Évidemment. Donc c'est vrai pour tous les métiers. Et donc on a besoin de ces cadres intermédiaires et ça c'est l'enseignement professionnel. Alors moi j'ai essayé quand j'étais ministre, finalement on m'a un petit peu retourné mes bonnes idées. Parce qu'elles ont servi de différentes manières. Moi, je suis pour qu'il y ait des maisons polytechniques le plus possible. Qu'est-ce que c'est qu'une maison polytechnique? C'est un endroit où vous avez toutes les formations, depuis le niveau CAP, c'est le premier diplôme, le premier diplôme, et puis jusqu'à BTS dans le même établissement. Ok, ça tout le monde comprend. C'est clair que pour le môme qui arrive à CAP, s'il voit BTS, Bac Pro lui paraît moins compliqué, donc ça lui donne du courage pour y aller. Mais c'est pas seulement ça, c'est à l'intérieur de cette maison polytechnique, on ferait la validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire vous avez bossé X années, et vous pouvez demander le diplôme professionnel correspondant. Et pourquoi c'est important? Parce que vous vissez le diplôme professionnel sur un niveau de salaire. Donc si moi je suis élu, j'aime vous dire que la rigolade de chacun fait comme il veut, c'est fini. C'est à tel niveau de diplôme correspond tel niveau de salaire. Et tout le monde est prié de respecter la convention collective. Il ne doit pas y en avoir une seule en dessous du SMIC, déjà pour commencer. Et puis donc j'ai dit, donc il y aura ça, la validation des acquis de l'expérience, mais aussi de l'apprentissage. Mais aussi pour quelqu'un qui vient compléter sa formation. Et on peut inventer toutes sortes de choses qui peuvent se réaliser dans ce type de maison polytechnique. La France a besoin de ça parce que j'ai le regret de vous dire que, comme l'a dit le comité de planification, parce que figurez-vous qu'ils ont fait un rapport et qui m'a fait avoir les cheveux tout droits sur la tête, ils disent que la France est en voie d'avoir une économie de tiers-monde dans un certain nombre de domaines. Donc ça fait très peur et en effet, il faut donc se rattraper à temps. C'est maintenant qu'il faut le faire. Si vous laissez les gens qui ont pris les décisions actuellement, comme les Macron, Blanquer, tout ça, la catastrophe est garantie. Parce que premièrement, ils n'y connaissent absolument rien. Deuxièmement, ça ne les intéresse pas. Et troisièmement, quand ils décident quelque chose, c'est une bêtise. Ils sont décidés, eux, à fourrer toute la jeunesse dans l'apprentissage. C'est stupide, 25% des jeunes qui sont là-dedans, au bout de 3 mois, ils s'en vont, tellement ils sont maltraités. Il y a aussi de l'apprentissage qui n'est pas maltraitant, on va pas dire, mais enfin, il faut quand même se souvenir de ça. C'est pas une solution pour tout le monde. Puis beaucoup y vont parce que ça permet d'avoir du beurre sur les épinards, parce qu'il y a une petite allocation. Avec moi, tout ça, terminé. Une allocation, la même pour tout le monde, dès que tu rentres au lycée professionnel, c'est 1 000 € par mois. Et je vous garantis que ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, parce que c'est ce qui va permettre de tenir l'économie sur pied.
et d'avoir les développements. Moi, dans mon idée, notre industrie, elle sera tirée par plusieurs branches, l'espace, la mer, des choses comme ça, mais derrière, il faut que la production suive. Voilà, j'ai dit que je n'allais pas y passer 2 heures sur chaque sujet, mais je vais vous dire, l'affaire est très mal engagée aujourd'hui par le gouvernement actuel. Pour ceux qui connaissent quelque chose, je vais vous expliquer, je termine là-dessus, il y avait un bac pro, c'était 4 ans. Aujourd'hui, le bac, alors ils l'ont descendu à 3 ans. Et dans les 3 ans, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, ces grands génies à faire? On dit la première année, c'est une année d'observation. Mais non, les gens ne sont pas là pour observer, ils veulent préparer un métier. Bien sûr. Alors ils disent, oui, bah tiens, par exemple, vous observez les métiers du bâtiment. Mais qui est-ce qui a trouvé une bêtise pareille? Les métiers du bâtiment, tu te dis pas, tiens, je veux faire métier du bâtiment, parce que les bâtiments, j'aime. Non, tu te dis, je veux être peintre. Ou je veux être... bon, bref. Or, construire un mur et le peindre, c'est pas du tout le même métier. Voilà. Je voulais quand même vous le rappeler parce que ça fait du bien de remettre les points sur les i de temps à autre à quelques têtes d'œuvre qui réfléchissent pas assez à ce qu'ils font. Et donc, l'économie du pays, bah, si demain vous n'avez plus les gens pour faire, vous pouvez raconter ce que vous voulez, on ne fera pas. Et on a un énorme besoin de redéployer nos productions parce que quand on va fabriquer des parcs d'éoliennes en mer, il va falloir en mettre 40 d'un coup au même endroit, hein, en mer, hein, les gens. Vous affolez pas, c'est pas devant votre porte. Et moi, je voudrais qu'on développe les parcs qu'on met à 25 km de la côte. Parce que c'est là qu'il y a le plus de force de vent. Bon, alors, il faut tout savoir faire. Vous regardez ça, vous êtes des intellos, hein, comme moi, mais vous n'avez pas compris. Le plus important, c'est la plateforme où on raccorde les différentes éoliennes. Il y en aura 45. Les navires de service, ça en fait du monde qui va et qui vient. Donc, pour poser un parc pareil, vous avez des gens ensuite qui sont dans des ateliers, c'est eux qui réparent les moteurs des bateaux, qui mettent les bateaux au point, et ainsi de suite. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de gens dont on va avoir besoin. Mais vous ne prenez pas un gars ou une fille dans la rue en lui disant « Toi, viens ici, tu vas t'occuper de fabriquer de l'hydrogène. » Ça n'existe pas, ça. Donc, vous êtes obligé de préparer les gens. Voilà, j'espère que ça vous intéresse, parce que moi, ça m'intéresse. Alors, on a beaucoup de demandes de prise de parole, donc on va y aller un peu au hasard et regarder, par exemple, proposer à Zach, qui était l'un des premiers à avoir demandé. Alors, Zach, je t'invite comme intervenant. Est-ce que tu nous entends bien? Et quelle est ta question pour Jean-Luc Mélenchon? Pense bien à activer ton micro. Pour activer le micro en bas à gauche. Merci beaucoup. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Question? Dis, Zach, allez-y. posez la question. Ah, d'accord. Je m'appelle Zach. Je suis un diplômé en master sur langue française. Je vous écoute depuis le Mali. Bon, c'est vrai que depuis ces derniers jours, depuis ces derniers mois, nous suivons de près M. Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle. Je dirais même le premier candidat déclaré à la présidentielle, mais aussi de fait qu'il commente beaucoup l'actualité malienne. M. Jean-Luc Mélenchon, j'aimerais savoir si vous êtes élu président de la République française, quelle serait votre politique étrangère concernant le Mali? Merci. Pendant le Mali, donc déjà c'est bien, ça a réduit le champ. Bon, parce que la politique étrangère, j'en profite pour vous le dire, je vais m'exprimer demain. On fait on avait appelé ça un grand oral, parce qu'en général, on n'arrive jamais à parler de politique internationale, soit parce que ça n'intéresse pas, soit parce que c'est trop compliqué. Bon, bref. Alors, moi, je veux à tout prix m'exprimer, parce que le monde est en train de basculer dans une nouvelle situation. Et je voudrais dire ce que je ferais comme président de ce grand pays si je suis élu. Parce qu'on a les moyens de faire beaucoup de choses. Alors, déjà, demain, et ça sera retransmis. Donc, si ça vous intéresse, soyez là, en ligne, ça va être fait. Bon, alors ça, c'est la première chose que je voulais vous dire pour demain. Ensuite, sur la question du Mali, on va circonscrire au Mali. Nous sommes, nous, Français, présents militairement au Mali, à la demande, nous a dit le président François Hollande, qui en avait pris la décision, du président du Mali de l'époque. C'est pas à moi, Français, de vous dire s'il est bien ou mal élu, c'est votre affaire, malien. En tout cas, c'était le président. Et il avait été reconnu par les instances internationales. Je prends toutes ces précautions pour vous dire que il faut être respectueux des cadres dans lesquels on évolue, parce que
Moi, j'ai trop souvent vu qu'on dit « Ah ben vous, les Français, vous n'avez qu'à faire ci, vous n'avez qu'à faire ça. » Ben, peut-être bien, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des pouvoirs, il y a des gens qui ont été élus, d'où l'importance d'avoir des élections reconnues et honnêtes. Hein, mais on doit respecter tout ça. Et le Mali, ben, c'est un État, c'est une nation. Il y a un gouvernement, il y a une Assemblée nationale. Et tout ça doit être respecté. Donc, nous avons un accord de défense avec le Mali. À la demande du président malien, l'armée française est intervenue pour détruire une colonne, nous a-t-on dit, de djihadistes, nous a-t-on dit, qui s'apprêtaient à envahir, à descendre sur Bamako. L'expédition militaire a consisté à faire passer 2 avions Rafale, dans un sens puis dans l'autre, qui ont été ravitaillés en cours de route, en vol, parce que la distance est quand même très grande, je le rappelle, parce que pour dire que tout non plus n'est pas possible, hein, à tout moment. Alors, une fois que ça a été fait, l'affaire, normalement, aurait dû être réglée. Les Français, pourtant, ont installé une base à la demande, là aussi, du gouvernement du Mali. Mais immédiatement, il y avait un problème, en tout cas. Si moi, j'avais été le président à ce moment-là, j'aurais dit, bon, d'accord, on a un accord de défense, mais on vient là pour quoi faire? Parce que si c'est pour détruire la colonne de djihadistes, ça vient d'être fait. Mais on vient là pour quoi faire? Qu'est-ce que vous nous demandez de faire? Et donc, on aurait des objectifs politiques en disant, nous, on n'est pas chez nous, on est chez vous. Donc, on vient, on donne un coup de main, parce que oui, nous sommes des peuples liés, les Maliens et les Français, mais il faut nous dire à quel moment on s'en va, parce que nous, on va s'en aller. C'est pas notre rôle d'être tout le temps là. Alors, les militaires français ont été plus clairvoyants que les politiques, parce qu'ils ont immédiatement dit, une opération militaire sans but politique, ça ne peut pas marcher. 8 ans après, nous sommes encore là. Plus personne ne sait pourquoi faire au juste. Alors, on nous dit, pour vaincre les djihadistes, alors il faudrait savoir, il y en a plus qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y en a moins? Bon, moi j'ai ma réponse à toutes ces questions, mais comme représentant de la nation française, d'abord j'ai des raisons de me plaindre chez moi, en France. 8 ans qu'on est là, ça a coûté 5 milliards d'euros. Ça coûte 2 millions d'euros par jour. Bon, honnêtement, les 2 millions d'euros par jour, on est plutôt fait de les donner ou à payer des gens sur place à faire des choses. Ce serait peut-être presque plus rentable que d'y mettre 5000 militaires français. Nous avons perdu 50 personnes. Pour nous, Français, ça compte. Hein, alors, je ne sais pas combien de Maliens ont laissé leur vie dans les différentes opérations militaires qui ont eu lieu là-bas, mais je suis sûr que ça ne satisfait aucun Malien que quelqu'un soit mort. Ben, nous, c'est pareil. Nous, on a eu 50 morts, c'est trop. Voilà. Et donc, je ne suis pas d'accord pour que ça continue, sans qu'on ait ce minimum de respect pour les vivants comme pour les morts, de dire à quel moment tout ça va finir et dans quelles conditions. Donc voilà ce que je ferai. Je demanderai au gouvernement. Problème, le gouvernement en place est un gouvernement de coup d'État. Donc il a été élu par personne. Il y a eu un premier coup d'État. Bon, on a eu le sentiment que tout le monde essayait de trouver une issue honorable avec une programmation du moment où on voterait pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. J'ai entendu dire déjà qu'il y avait une dispute sur la date des élections, parce qu'il faut quand même le temps de s'installer, de faire les choses comme il faut. Moi, je trouve que là, si vous voulez, il y a quelque chose qui n'est pas sérieux dans l'aide que l'Union européenne est censée apporter, ou même la France. Bon. Je me rappelle d'une remarque qu'avait fait M. Frundi, qui est du Cameroun, qui était un leader social-démocrate là-bas, qui m'avait dit à l'époque, vous, les Européens, vous êtes insupportables. Vous nous dites quelle quantité de poissons on a le droit de pêcher, combien vous-même vous viendrez pêcher, vous nous dites combien on a le droit de mettre de filet, et quelle est la taille des mailles du filet. Mais vous n'êtes pas capable de nous dire qu'est-ce que c'est qu'une élection honnête que vous reconnaîtriez. Pourquoi vous ne nous aidez pas à faire un état civil, des listes électorales respectées et respectables? Je ne veux pas me mêler de ce qui se passe au Mali. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de vos listes électorales, mais je pense que l'aide numéro 1 qu'on pourrait apporter, c'est d'abord d'aider, parce que ça coûte des sous, parce qu'il faut former du monde, que si on devait donner des sous, c'est les donner pour former du monde, pour qu'il y ait des élections que tout le monde accepte. Parce que le plus difficile dans une élection, c'est pas d'accepter de gagner. Ça, c'est assez facile. C'est d'accepter de perdre. Et pour que vous acceptiez de perdre, il faut qu'elle soit démocratique, légitime et bien organisée. Mais ça, je dirais que ça fait partie des choses que, le cas échéant, s'il y a besoin, les Maliens pourraient demander. En tout cas, nous, Français, il n'est pas question qu'on reste là, comme ça, indéfiniment et sans poser de questions. Pour ma part, donc, je m'adresserai forcément au gouvernement qui est en place. D'abord pour lui dire, doucement,
arrêter un des leaders de l'opposition, comme c'était le cas avec M. Omar Marisco, non, on n'est pas d'accord. Alors, ça vous plaît pas ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux, ben dis donc, si ce que je dis qui plaît pas à Macron me valait d'aller en prison, j'y passerai ma vie. Hein. Bon, donc non, dans une démocratie, c'est comme ça. Les gens parlent et tout. Puis comme ça va trop loin, bah, en général, il y a une action de justice. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc on ne vient pas de nous dire il a été trop loin. Non, il n'a pas appelé à l'émeute, il n'a pas appelé à tout casser. C'est ça qu'on appellerait aller trop loin. Pour le reste, c'est des idées. Si des fois c'est dit avec un peu de vigueur, bah oui, ça fait aussi partie de la démocratie. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le Mali. Je ne suis pas satisfait de la situation et j'aimerais qu'on trouve le moyen de nous dire à nous, Français, qu'on discute ensemble. Dans quelles conditions on repart? Qu'est-ce qu'il faut avoir atteint comme objectif, hein? On discuterait ensemble les objectifs, parce que notre vocation est de nous en aller. Ok, écoute, j'ai une question de Charlène, a priori, qui veut prendre la parole, et dont son profil me dit qu'elle est jeune des Insoumis dans le 38. Donc, alors, Kézako, Charlène, 38, c'est Grenoble, je crois. Isère. D'accord. C'est Isère. Oui. C'est une maladie de parler en chiffres. Char- Non, mais c'est vrai, quoi. On dit l'Isère. Bah, je 39, c'est quoi? pense que c'est que ça C'est prend le moins. Jura. Je pense que c'est que ça C'est plus prend joli moins. de savoir que c'est le Jura que C'est vrai. 39. Bon. Alors, Charlène, Vas-y. active bien ton micro en bas à gauche et tu peux désormais poser ta question à Jean-Luc Mélenchon. Mais si tu donnes la parole aux Insoumis, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Les autres, ils vont hurler. Ah, non, Vas-y. Je t'écoute. Je crois que je te connais peut-être. Alors, bonjour Clémence, bonjour Antoine et bonjour Jean-Luc. Alors oui, ici, on est de l'Isère, de Grenoble, et la question qu'on se pose tous, c'est quand est-ce que Jean-Luc va venir nous rendre visite pour un petit meeting? Voilà. Écoute, il y a tellement d'endroits où aller. Là, d'abord, je vais à la Guadeloupe et ensuite en Martinique. Ça va terminer mon année parce qu'après, il faut que je pose le sac un peu pour reprendre des forces. Mais évidemment, de toute façon, Grenoble sera dans la campagne présidentielle pour moi, c'est certain. Je ne sais pas sous quelle forme. Est-ce que ça va être en hologramme? Est-ce que ça va être en étant présent sur place? Je ne sais pas. Il y avait une belle délégation de Grenoblois et d'Isériens au meeting dimanche. Ouais. Et donc, je sais qu'ils étaient là. Il y a la première adjointe de Grenoble qui était là, Elisa Martin. Donc, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vue dans les réunions nationales. Ben, elle est venue. Donc oui, j'irai vous voir, les petits. Tu parlais du Jura. Il y a Ouza Sanzo qui dit en 2017, il y avait 2 cuvées France Insoumise qui avaient été créées dans le Jura. Est-ce qu'il y aura des cuvées Union Populaire pour 2022? Ça mettrait de la bonne humeur dans une campagne qui est parfois un peu tendue. Je suis d'accord avec ça. Et je pense que les bonnes cuvées sont à faire soit chez Valentin Morel à Poligny, soit chez Claude Buchot dans le canton de Beaufort. Hein. C'est précis. Voilà, comme ça, c'est très précis. Et puis, il faut m'en faire des cuvées. Alors, un peu de rouge pour que les gens sachent qu'il y a du rouge dans le Jura, mais plutôt du blanc avec un bon goût de pierre à feu. Non, mais c'est deux viticulteurs qui font des produits formidables. Tu étais allé les rencontrer, je crois, d'ailleurs. Oui, c'est des amis. Je me souviens qu'il y a une vidéo qu'on avait... Oui, je crois que c'est la première vidéo de la campagne de 2016. C'était impayable comme truc. On avait dit, moi j'en avais marre d'être tout le temps enfermé. Donc j'ai dit, je vais faire des trucs sur le terrain. Alors me voilà parti, un barrage. Après, je suis allé au cirque de Gavarnie avec mes copains. C'était un moment sublime. Alors on me voit au milieu des moutons, tout ça. Bon, ces pauvres moutons, je ne sais pas comment ils se sont retrouvés sur ma route. Et puis je suis allé dans le Jura et on a fait un petit film qui s'appelait En commençant par le vin. Et il y avait avec moi Laurent Mafféis, qui était à l'époque... là, c'était notre jour de congé à tous. Qui était mon DIRCAB et qui est un ami formidable, qui est devenu maintenant viticulteur lui aussi dans l'Aude. Ah oui. Et qui fait un super pinard aussi. Il faudrait que je dise son nom pour que ça fasse une pub. D'ici le milieu de l'émission, je redirai le nom de... C'est le Grès Vaillant. Mais c'est pas vrai, mais c'est tout. Au niveau pinard, on est renseigné. Alors, du redivoir tranquillement. Le Grès Vaillant. Le Grès Vaillant, d'accord. Et c'est un vin comment? Super pub. Il est comment, ce vin?
Ils font de tout, hein, je crois. Ouais, je crois qu'ils font de tout. Non, je vous demande à Dans vous, la- pas dans ce la- qu'ils font eux. La qualité, tu veux dire? Oui, vous l'aimez, vous Oui, il est C'est très quoi? bon. C'est du rouge, Très c'est bon du vin. rosé, c'est Et du on, blanc. les deux. on en a déjà bu ensemble en plus. Mais T'avais vous bien m'avez pas aimé. dit. Ils font du blanc, Mais ils pas font du- du blanc, ils font du rouge. Je sais pas s'ils font du rosé ou pas. Je crois qu'ils Je crois avaient même une- aussi, ouais. Je sais qu'ils labourent avec des des- chevaux. Ouais. Je sais pas comment ils trouvent la force de faire ça. Bon. Ouais. T'as Vas-y. d'autres questions ou Moi, j'ai des questions moi, j'ai- sérieuses sur différents thèmes. Tiens, on venait de parler des agriculteurs. Est-ce qu'il y a des questions sur les paysans? Il y a des questions sur les retraites, des questions sur les parrainages. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'inspirent D'accord. là-dedans? Les trucs, les questions un peu concrètes sur des choses sur lesquelles Sur les on paysans va aussi. travailler, on va changer. Sur les, faire la sur les transition avec paysans, les- peut-être, Ouais, ouais. il y a Mija 974 qui dit comment aider les nouvelles installations agricoles. Il y a un défi là-dessus. Sachant qu'aujourd'hui, avec la dotation jeunes agriculteurs, il reste quand même difficile de commencer à investir dans le matériel pour produire correctement et qu'en plus, c'est difficile de sortir ne serait-ce qu'un SMIC au bout de 4 ans. Bref, au final, pas beaucoup d'aide pour bien faire. Et il y avait une autre jeune femme qui disait, c'est Eloa Doé, qui disait « Bonjour Monsieur Mélenchon, je vais devenir paysanne dans 2 ans. Oh. Comment allez-vous vous battre contre la PAC ou autre gabegie de l'UE et nous défendre ?» sur cette question de l'agriculture. Bon, alors je commence d'abord par dire, je ne suis pas le super technicien qui est capable de répondre à toutes les questions techniques. Je connais un certain nombre de réponses, mais je préfère le dire pour qu'on comprenne si ça paraît approximatif, pourquoi. Je peux tracer quelle est notre ligne sur la politique agricole, mais quand on va entrer dans du détail technique, c'est une autre paire de manches. Par exemple, le traitement du foncier, comment on fait pour que les gens puissent disposer de terres, cette énorme question de la réforme agraire qu'il va falloir, j'ai déjà prononcé un mot particulier, réforme agraire qu'il va falloir faire en France. Pourquoi ? Parce que le modèle de l'agriculture actuelle, qui est le modèle industriel, a abouti à une concentration des terres et à un système où, en fait, cette concentration a pour objet un type particulier de production. C'est ce qui justifie qu'il y a un ministère de l'agriculture qui s'occupe de faire qu'on produise des produits agricoles. Mais justement, moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est pas de produire des produits agricoles pour les mettre sur le marché mondial, fabriquer, j'ai déjà dit 100 fois ça, du maïs pour nourrir des poules chinoises, pendant que nous, on importe du soja d'Argentine pour nourrir des poules françaises. Je sais que c'est un peu caricatural, mais tout le monde comprend ce que je veux dire par là. Tu as même fait une proposition. Alors déjà, il y a une rupture terrible qui est à l'ordre du jour dans notre politique. Après, je vous jure que je vais essayer d'entrer au niveau d'une exploitation. Mais je commence d'abord par dire ça. Donc, premièrement, la réforme agraire. Il faut partager de la terre. Pourquoi ? Parce que l'objectif numéro 1 pour nous, c'est l'agriculture vivrière, c'est-à-dire retrouver une souveraineté alimentaire. Pas juste pour dire « Ah, cocorico, je mange mes propres escargots, pauvres bêtes, mes pauvres betteraves mais parce que c'est pas raisonnable de dépendre pour notre alimentation de chaînes de production extrêmement longues dans le monde, des interdépendances qui, comme ça se coupe, c'est la catastrophe partout. Les gens doivent savoir qu'on importe la moitié de ce qu'on mange. C'est quand même grotesque. Ouais. On est dans un pays qui a une terre fertile, moins fertile maintenant qu'avant, mais quand même. Et donc, on importe comme ça. Donc, il faut réorienter. On l'a déjà fait plusieurs fois dans l'histoire de France, d'orienter dans la période récente, notamment après-guerre, il y a eu les remembrements, tout ça. Bon, maintenant, on est dans un modèle agricole qui est une catastrophe quasi absolue. Pourquoi ? Il produit pour le marché mondial. Bon, tout ça, blablabla, c'est des belles phrases. La vérité, c'est quoi ? Tous les 2 jours, un paysan se pend, se suicide. D'accord ? Donc, ça veut dire beaucoup de malheur au travail de la terre, primo. Secondo, on produit des choses qui ne nous servent à rien. Parce que moi, le maïs qu'on vend aux autres, ça m'est égal. Alors vous me direz, c'est pas toi qui le produis. Justement, faire produire autre chose. Donc, premièrement, malheur des paysans, production qui n'est pas une production qui nous permet de nous garantir. Et puis, troisièmement, pour la qualité, je discute. Je discute quoi ? Des pesticides partout. Non, c'est pas possible. Alors, vous voyez la révolution que c'est. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai dit, nous, on supprimera le ministère de l'Agriculture. Parce que le problème, c'est pas de faire de l'agriculture, c'est de produire à manger. C'est quand même pas tout à fait pareil. Donc, il faut savoir quoi, comment on le fait et qui va le faire. Donc, c'est là que une des 2 questions trouve sa réponse. Le problème n'est pas juste parce que vous voulez aller à la terre que vous aurez de la terre. C'est parce que le pays a besoin que vous y alliez.
Parce que pour faire de l'agriculture bio, il faut 300 000 paysans de plus. 200 000, 300 000, bon, 300 on va 000. pergoter. Vous avez tous compris qu'on ne trouve pas 300 000 personnes pour aller à la terre en comptant les gens dans la rue, en prenant un sur 10. Hein, ça, c'est pas possible. Il faut que des gens aient envie d'y aller. Pour qu'ils aient envie d'y aller, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être, de s'occuper, de vivre en relation étroite avec la nature pour produire quelque chose qui est bon pour tout le monde à l'alimentation. Mais il faut que ce soit une vie qui vaille la peine d'être vécue. Donc ça veut dire qu'il va falloir beaucoup changer la condition de vie des paysans et donc la nature de la production qu'ils font et la manière de le faire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je pense que les gens ne savent pas. Mais c'est dans l'agriculture qu'on a le plus souvent eu le plus de collectivisme. Vous ne le savez pas, vous? Un GAEC, c'est une structure où la femme et son époux peuvent être tous les deux des salariés de la terre qu'ils travaillent ensemble, ou de la production agricole qu'ils Oui, font même, ensemble. Il y a des coopératives de matériel. Donc, si vous voulez, il ne faut pas croire qu'on va inventer l'eau chaude dans l'agriculture. Hein. Tout ça existe. Mais, donc, puisqu'ils savent le faire, on sait qu'on pourra le développer. De la même manière, ils ont mis eux aussi entre eux au point des méthodes pour que, par exemple, des paysans soient remplacés. Vous avez donc des paysans intérimaires. Alors, bon, c'est comme les profs intérimaires. Moi, souvent, je me suis dit, oh là là, ça doit pas être très sympa. Mais si, il y a des gens qui aiment ça. Pour Faire, bah ouais. quoi. Ouais, tu viens, Tourner tu remplaces les gens pour qu'ils aient leur mois de vacances, par exemple, ou parce qu'il y a besoin. Et donc, on pourrait... Alors, tout ça, ça s'organise, évidemment, avec la profession. Hein. Mais la profession, il faut aussi qu'elle admette que, comme c'est là, ça ne va pas continuer. D'accord? Donc, je ne suis pas d'accord pour que ça continue. Alors, on me dit, vous savez que j'ai voulu bloquer les prix. Oui. Je veux bloquer les prix De des l'alimentation, légumes et de notamment. certaines productions de première nécessité. Alors, on me dit, ah, c'est encore les paysans qui vont payer. Non, non, non. Rassurez-vous. Ce n'est pas les paysans qui vont payer. Je sais très bien que c'est les paysans qui ont payé l'augmentation du pouvoir d'achat pendant les soi-disant 30 glorieuses, parce que comme on payait l'alimentation beaucoup moins cher, tout du coup, les gens ont gagné du pouvoir d'achat et les capitalistes ont pu éviter de payer trop leur gens. Maintenant, on va faire l'inverse. Mais entre le producteur et le consommateur, il y en a un qu'on oublie tout le temps. C'est le distributeur. Et c'est là que se fait l'accumulation. Parce que les distributeurs achètent à très bas prix aux paysans, font des marges considérables et revendent évidemment aux consommateurs que nous sommes tous. Donc, moi je dis, le blocage des prix, qui va le payer? La grande distribution. Eh oui. Alors bon, ils vont râler, ils vont pas être contents, ils vont me traiter de tous les noms, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut que tout le monde puisse manger dans ce pays et qu'il y ait de la qualité. Maintenant, pour faire de la qualité, il faut payer plus cher. OK? Si vous voulez payer plus cher, il faut augmenter les salaires. J'ai déjà expliqué ça 100 fois. Augmenter les salaires, c'est écologique. Comprenez-moi bien, il n'y a pas de séparation entre la question écologique et la question sociale. Si vous voulez que les paysans vous produisent du bio, il faut leur garantir un revenu. Pour leur garantir un revenu, il faut faire deux choses. Premièrement, que les gens puissent consommer du bio, ce qui veut dire, 1, toute la restauration collective, 2, des bons salaires pour que les gens, donc augmenter les salaires pour que les gens puissent acheter de la nourriture qui coûte un peu plus cher. Si on fait l'effort, 1, salaire, 2, les marges des distributeurs, on peut arriver à faire un bond extrêmement substantiel dans à la fois la qualité de ce qu'on mange et la qualité de ce qu'on produit. Voilà en gros le plan. Donc pour ça, il faut récupérer de la terre. Tout à l'heure, je vous parlais du Claude Buchot dans le Jura. Ouais. Il a une très belle propriété, il fait de la vigne, lui, de très bonne qualité. Et un jour que je suis allé le voir là-bas, il me raconte comment il a mis, je crois que c'est 1 ou 2 hectares pour faire de l'agriculture vivrière. Il y a 2 personnes dessus qui en vivent. Sur 2 hectares. Sur 2 hectares. C'est énorme. Ouais, c'est bien. Parce que la proportion maintenant, c'est pas ça. Ouais. Et elles vendent, ce sont 2 femmes, elles vendent, je ne sais pas si elles y sont toujours, hein, mais elles vendent tout autour. Quand je suis allé en Bretagne une fois, là, il m'avait montré une ferme, pareil, ils vivaient à une dizaine et ils se payaient. Alors, c'était le top niveau, hein. Je me souviens. Tu y étais, toi, Non, je n'y étais pas, mais ils faisaient pas des yaourts ou quelque chose comme ça. Ils faisaient tous les produits qu'il y avait c'est autour du lait, mais ils avaient que 70 bêtes. Ils vivaient à 10 là-dessus. Ouais, c'est ça. je m'en souviens. D'accord, mais ils fournissaient tout le coin. Et ils expliquaient qu'ils arrivaient à faire la rotation, à travailler moins Voilà. et en gagnant Voilà. quand même correctement. Voilà. leur vie. Ouais, Donc on voit que c'est possible. Ce que je suis en train de raconter, c'est pas un paradis idéal. Il y a des paysans qui savent le faire et leurs méthodes sont là, elles sont au point. Maintenant, je suis obligé de vous dire que
dans tous les cas, on parle de gens qui sont de haut niveau de formation. C'est pas quelqu'un qui rapplique avec ses 4 graines dans un sac et qui dit je vais faire pousser des choux-fleurs. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Les gens dont je vous parlais là pour la Bretagne, tu t'en souviens. Bon, la plupart, ils avaient le niveau ingénieur agro. Ouais. Hein. BTS, c'était le top niveau de l'agriculture. Claude Buchot, c'est une vie entière, hein, à savoir faire de la vigne, à savoir la travailler. Bon, si on devait lui coller, je sais pas, il a peut-être des diplômes de l'agriculture, bah, il est un peu plus qu'au niveau d'ingénieur, hein, en savoir-faire, en technique, ça va d'un bout à l'autre. Hein, depuis traiter la vigne, ramasser le raisin, puis ensuite traiter le vin. Donc voilà, on aura donc besoin d'une réforme agraire, on a donc besoin de répartir de la terre, on a besoin pour ceux qui produisent des choses dont on ne veut plus, qu'ils puissent en changer. Mais si vous avez un paysan qui est endetté jusqu'au nez, bah vous n'allez pas lui dire bon, en plus, maintenant, on a décidé que tu vas faire autre chose. C'est pas possible. Il peut pas. Il faut qu'il paye les traites. Voilà pourquoi les gens sont aussi si malheureux. Donc, on va être obligé de faire du rachat de la dette agricole. Mais je vous préviens d'avance, je ne vais pas racheter les dettes agricoles des très grandes propriétés de l'agro-business. Hein. On rachètera les dettes agricoles de ceux qui sont enfourrés dans des histoires dont ils ne peuvent plus sortir. Prenons un exemple. Nous allons fermer les fermes-usines. D'accord ? Alors, il y en a 3000 dans le pays. Ça fait donc 3000 personnes qui vont se faire du souci et qui vont surveiller mes sondages pour savoir si j'ai une chance d'être élu ou pas en me disant « Ah là là, catastrophe ». Non, pas catastrophe. Je vous donne ma parole que si vous êtes un paysan ou une paysanne qui s'est endetté, on ne va pas vous dire « Écoutez, vous arrêtez tout et maintenant allez vous pendre hein. ». Tout ça, la défaisance de la dette sera traitée. Parce que c'est notre intérêt d'arrêter les élevages intensifs pour 2 raisons. La pollution, la mauvaise qualité du produit que ça donne après, ne me racontez pas d'histoire. Et puis, troisièmement, parce qu'il faut stopper les lieux où se fabriquent les épidémies, la zoonose, comme vous le savez, parce que ça passe par les élevages massifs. Les chevals dans le Nord, où il y a eu une grippe aviaire, hein, ils étaient là, ils n'osaient pas le dire. 160 000 poulets, il y a dedans, vous appelez ça un élevage, vous? C'est une ferme-usine, c'est pas acceptable. Donc, il faut changer tout ça. Mais pour pouvoir le faire, il faut le faire avec les gens. Alors, on dit ça va coûter beaucoup d'argent, parce que vous croyez quoi? Que l'agriculture actuelle, elle coûte rien? Vous croyez ça réellement? Ça coûte un maximum, qui revient par les subventions européennes. Puis après, il y a les dégâts des pesticides. Combien ça rapporte à ceux qui fabriquent des pesticides? 900 millions chaque année. Combien ça coûte à passer derrière, à réparer? 2,3 milliards. Ouais. D'accord? Donc voilà, l'économie, ça peut pas être juste moins cher un produit. Vous faites des pesticides, moins cher. Vous faites des carottes, moins cher. Non, c'est pas ça. C'est comment le circuit global fonctionne. Voilà, moi, ce à quoi je vais m'attaquer. Puis on a les gens pour le faire. Hein. On a des très, très belles équipes d'ingénieurs agro, de camarades qui sont des spécialistes de l'agriculture. En plus, si vous voulez, par rapport à il y a 20 ans, tout à l'heure, je vais revenir sur Claude Buchot et les oreilles vont siffler. Moi, quand je l'ai connu dans les années 70, tout le monde disait « Ah, Claude, il est sympa, mais bon, il est un peu bizarre. Quoi. Parce que bon, il est un peu bizarre, il veut pas mettre de produits pour la vigne et tout. Hein. » Bon, à l'époque, on l'aimait beaucoup, mais on le regardait avec un petit sourire. En attendant, c'était lui le malin et nous les idiots. Parce que c'est lui qui avait raison. Et les pesticides, il fallait arrêter d'en mettre partout. Pour la vigne, par exemple, c'est 2% du territoire, 30% des pesticides. Tu parles d'une trouvaille. Donc, on voit comment tous ces changements vont nous obliger à avoir une politique où on essaye de mettre en place des gens qui s'en occupent, qui connaissent quelque chose, et pas juste des gars ou des filles qui arrivent parce qu'ils ont fait une école de commerce et qui savent super bien vendre du lait, ils s'en foutent de savoir quel genre de lait. De toute façon, il y a un publicitaire pour vous expliquer que c'est le meilleur. Ça peut pas être ça notre vie demain. Donc on va changer tout ça. Mais on va le faire dans l'ordre, avec méthode, mais avec une volonté extrêmement ferme. C'est pas si vous voulez bien, on le fera quand même. Parce que l'épidémie de diabète, d'accord, on la paye tous. Ouais. Parce que l'épidémie d'obésité, on la paye tous. Parce que les cancers qui résultent des pesticides, on le paye tous. Donc tout le monde est concerné. On ne peut pas dire juste, ben moi je fais ce que je veux. Non, tu ne feras pas ce que tu veux. D'ailleurs, tu ne l'as pas fait dans le passé. Tu as fait ce que tu croyais utile de faire. Et puis je termine sur un dernier truc, parce que maintenant c'est un chiffre que je vais raconter partout où je passe. J'ai commencé ce matin. Depuis que le monde est monde, écoutez, c'est important, vous allez retenir le chiffre. Ils ne me regardent pas. Je leur parle, ils ne regardent même pas ce que je raconte. Excuse-nous. Attends, regarde après. Regarde la suite des questions. Mais t'écoutes d'abord, comme ça t'apprends. Écoute. Bon, alors, écoutez-moi les amis. Depuis que le monde est monde, qu'il y a eu d'abord tout ce qu'il y avait, puis il y avait des rochers, puis la vie a commencé à apparaître.
des petits champignons au départ, des lichens, des machins comme ça. Ok? C'est le début. Après, ça pourrit, ça fait de la terre, il pousse d'autres trucs, il pourrit, ça fait de la terre, qui pourrit, ça fait de la terre. Okay? 3 milliards et demi d'années. Ok? Il a fallu 3 milliards et demi d'années pour arriver à avoir la terre que vous avez sous le pif. D'accord? Celle que vous voyez là. Beaucoup, hein? Ouais, c'est beaucoup. Et ouais. Non, mais rigole pas, Ah bah il non. faut le protéger, le truc. C'est sûr. Or, qu'est-ce qu'on a fait? En 50 ans, 3 milliards et demi, 50 ans. En 50 ans, on a réduit de moitié le composant organique de la Terre. La Terre, c'est du composant organique, d'accord? Je vous l'ai raconté en blaguant, hein? Ouais. C'est des plantes qui pourrissent, c'est des fruits qui pourrissent, c'est des bestioles, c'est ça la Terre, hein? Donc, en 50 ans, on a réduit de moitié le composant organique de la Terre, en moyenne. Voilà. Donc, ça veut dire que progressivement, plus vous fichez vos fichus pesticides là-dedans, plus vous damez le sol avec vos machines qui pèsent des poids pas possibles, d'accord? Alors, ça va faire rigoler, mais il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, et progressivement, vous tuez tout ce qu'il y a là. Et les petits amis, moi, je vous mets en garde, hein, 50 ans la moitié, encore 50 ans, il n'y a plus rien. Donc, il faut bien arrêter. Hein, voilà. Voilà pourquoi il faut une politique agricole. Moi, je m'y suis intéressé beaucoup. Au début, moi, c'était plus superficiel. Maintenant, je suis à fond là-dedans parce que ça met en cause absolument toute la chaîne de production. Les paysans, ceux qui ensuite traitent la marchandise pour en faire des aliments qu'on peut vendre, la distribution et tout jusqu'au camion pour les transporter. Tout m'intéresse. Bon, alors cette fois-ci, j'ai le droit de regarder le Non, téléphone t'as le pour droit. poser une De question. toute façon, ça se saurait si tu respectais ce que je te dis de faire. Si, globalement quand même. Alors, j'ai une demande de Queen Jolinard. Alors, allons-y. Queen Jolinard. Il y en a un qui rigole, il m'a repris parce qu'il dit « rigole pas hein, », ça les a fait marrer, apparemment. Ah bah, il y a Jean Massier. Quelle politique agricole commune souhaitez-vous défendre? Mais on a déjà répondu globalement aux questions sur... Ouais, sur mais l'agriculture. attends, j'en profite pour dire un mot, si tu veux bien. Comme ça, on en finit avec l'agriculture. Ok, d'accord, alors allons-y. Là, ils viennent de voter la nouvelle PAC. Oui. Alors, c'est la catastrophe continue. Alors, il y a toujours, vous savez, un petit quelque chose pour vous faire plaisir. On vous dit, regardez, c'est mieux que rien. Non, c'est pas mieux que rien. C'est parce que vous continuez avec le même modèle agricole. Donc, il faut dire que je suis très mécontent de la PAC. J'en profite pour vous dire aussi un truc. La PAC, c'était le cœur du début du marché commun. Et au début du marché commun, il y en avait qui disaient, bon, bah ça, on verra après. Et De Gaulle a insisté pour dire, bah non, nous, on est une nation agricole. Et donc, il faut qu'on règle ça dans le cadre du marché commun. Et c'est l'apport des Français qui a permis que, d'abord, la première Europe soit souveraine sur le plan alimentaire. Voilà. Je voulais vous le dire. Donc, la PAC qui est à ma faveur, c'est celle qui partirait d'un accompagnement des objectifs que je viens de dire, que je viens de décrire devant vous. Alors, on me dit, ah oui, ben, tu vois, tu as bien besoin de l'argent de l'Europe. Dites donc les gens, il ne faudrait pas non plus se tromper de... Hein, c'est pas l'argent de l'Europe, c'est l'argent des Français. Parce que les sous, ils viennent du trésor public français, ils vont à l'Europe, et ensuite ils reviennent dans la PAC. Et croyez-moi, il en revient moins qu'il en sort. Il nous manque, entre les deux, nous, on est contributeurs nets de 9 milliards. Donc tout le monde baisse d'un ton quand on me dit, t'es bien content de voir les sous de l'Europe, parce que non, je suis pas content de voir les sous qui partent à l'Europe, alors qu'on a des problèmes considérables dans notre pays. Il nous faut une bonne PAC qui soit branchée, tournée vers cette production vivrière, qui subventionne davantage le petit paysan que la grosse entreprise agricole, parce qu'aujourd'hui, 20% des entreprises agricoles ramassent le 80% des subventions. Ceux-là, ils sont contents, ils plantent des subventions et ils récoltent des subventions. Et la masse de la paysannerie française, qui est très peu nombreuse aujourd'hui, ben, n'a pas accès à tout ça. Donc nous renverserons complètement toutes ces logiques, et à mon avis, ça ne sera pas ça qui sera le plus compliqué à faire. Ok. Alors, une bonne nouvelle que je te dis quand même, on a 5000 personnes qui nous suivent en ce moment. Il y en a 3500 sur Twitch et 1400 sur Twitter. Donc, on est sur un bon niveau d'écoute ce soir. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous passez là pour la première fois. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, cette fois-ci, on va peut-être essayer de prendre la question de Queen Jolinard. Donc, vas-y, active ton micro. Normalement, tu vas pouvoir poser ta question. Et je te laisse la parole. Peut-être il faut, par contre, raccourcir un peu les réponses parce qu'on est à 10h30 quand même. Alors, vas-y, Jolinard. C'est Il est 19h30, 19h30. c'est pour ça que je te dis que... Vas-y.
Bonsoir Clémence, bonsoir Antoine et bonsoir Jean-Luc. Donc je me présente rapidement, je suis une femme trans de 33 ans. Je tenais à vous remercier de faire figurer l'avance des droits des personnes trans dans votre programme. C'est un des rares candidats à le faire. Et j'avais 2 questions en lien avec ce sujet. Je voulais savoir avec quelle rapidité ce serait ajouté au calendrier une fois que vous serez élu, on croise les doigts. Et l'autre question serait, qu'est-ce que vous pourriez ou compteriez faire pour éviter un mouvement comme il y a eu avec la Manif pour tous, qui a énormément affecté toutes les personnes qui étaient en faveur du mariage pour tous. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez faire contre ces réactions assez dangereuses pour vous au final? Merci. Bon, je vous réponds d'abord sur le fait que, bon, qu'il y ait des gens pas d'accord dans une démocratie, c'est assez normal. Bon, ils réagissent comme nous-mêmes, quand on n'est pas content, c'est qu'on a des bonnes raisons. Les bonnes raisons des gens qui s'opposent à la liberté individuelle et à la totale possession de soi, parce que c'est de ça dont on parle, hein, on le comprend. Il peut y avoir des fois des idées religieuses qui sont derrière ça. Ça dépend d'ailleurs, les religions sont plus ou moins ouvertes sur le sujet. Bon, il peut y avoir des raisons religieuses, il peut y avoir des raisons philosophiques ou tout ce qu'on veut, ou bien ça énerve ou je sais pas quoi, ou bien on a l'impression qu'on va contre un certain ordre évident de la nature, comme on dit souvent. Alors, moi, je suis pas choqué qu'il y ait des réactions, et je pense que notre devoir à nous, c'est de convaincre. Mais c'est clair que si on vote pour le programme, bah, la liberté du genre, ça existera. Alors, je commence pour dire, je pense que j'aurai de bons arguments. J'ai pas besoin de faire tant d'efforts que ça. Pourquoi? Parce que ça existe déjà. Je veux dire, les gens qui me diraient, mais qu'est-ce que vous avez encore inventé? La liberté du genre. Bon, pour moi, c'est les 3 libertés fondamentales que je veux mettre dans la Constitution. C'est l'IVG, pour qu'on arrête d'en discuter continuellement. Deuxièmement, le droit au suicide assisté. Et troisièmement, la liberté du genre. Alors, la liberté du genre, honnêtement, moi, je ne savais pas ce que c'était avant qu'on m'en parle, avant que mes plus jeunes camarades m'en parlent, et avant que je le vois se mettre en place dans certains pays. Donc, je me suis renseigné, on m'a dit, mais en France aussi, sauf que c'est super compliqué. Il y a beaucoup de... Alors, des fois, c'est psychologisé, d'autres fois, c'est médicalisé. Bon, non, c'est comme pour... C'est comme pour l'avortement. Alors, il y a eu un temps où on disait oui, mais d'abord, il faut qu'il y ait une commission. Non. C'est une liberté individuelle. Ça touche à l'autodéfinition de soi, à la propriété de soi. Donc, ce que j'aurais à faire, c'est d'expliquer aux gens que c'est pas la peine de faire 3 sauts périlleux arrière, puisque ça existe déjà, mais que c'est une procédure qu'il faut fluidifier. Voilà. En Argentine, c'est sur simple déclaration, change ton état civil et le problème est réglé. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on aille vers la liberté du genre dans ces conditions-là. Après, tout le reste, bon, je ne pense pas que c'était concerné par la question. Est-ce qu'on va le faire? Bon, ben, on le fait. Est-ce que c'est long à faire? Non, c'est pas très long à faire. Et on l'inscrira en plus dans la Constitution. Ce que j'aimerais bien, c'est que tout le monde se mette à en parler. Alors, bon, d'abord parce que les personnes transgenres, ils trouveront leur compte. Les gens qui veulent changer de genre, bah aussi, ils auront moins l'impression d'être regardés comme des bêtes curieuses, parce que plus on en parle, plus ça se banalise et moins les gens ont peur. Hein. Faut pas avoir peur. Alors ça, c'est l'aspect qui, moi, me paraît le plus important. Puis après, il y a l'aspect, le beau débat philosophique. Est-ce que nous sommes propriétaires de nous-mêmes? Est-ce que être soi dépend de quelqu'un d'autre ou de soi? Alors, ça dépend de quelqu'un d'autre. Le regard des autres nous institue. Mais il y a aussi soi avec soi, le rapport de soi-même à soi-même. Et bon, c'est un rapport dans lequel il doit aussi y avoir une liberté et la primauté va au ressenti. Alors, je sais qu'en parlant comme ça, bon, il y a des gens qui exagèrent, hein, je le sais. Je vous dis pas que moi je peux entrer là-dedans facilement, hein, mais j'ai réfléchi. Tout le monde peut réfléchir. Et plus on réfléchit, en principe, meilleur on devient. Alors évidemment, si vous posez la question à monsieur Zemmour, il va pas vous faire la même réponse que moi, puisqu'il considère que un homme c'est un homme et c'est bien, une femme c'est une femme et c'est moins bien. Hein. Donc, voilà. Bon, une fois qu'on a des catégories pareilles, le débat il est quasiment figé, puisque lui pense que les aptitudes sont différentes. Tu parles alors, ça me paraît assez évident, puisque les unes
peuvent enfanter et pas les autres. Mais de là à en tirer des conclusions sur les niveaux intellectuels, ça me paraît absurde, et pourtant lui, ça le dérange pas. Ouais. Mais enfin bon, on va Et pas passer c'est notre temps à parler d'un personnage aussi caricatural, mais je veux quand même pas mépriser son point de vue, parce que c'est celui d'un tas de gens qui pensent à ce niveau-là que non, il y a des limites qu'on peut pas franchir. Hein. Eh ben si, on peut. Chaque fois que ça se fait, je vous dirais pas que les gens sont plus heureux, parce que le bonheur est une affaire compliquée, qui n'inclut pas que la question du genre dans lequel on se sent à l'aise, parce que moi je suis à l'aise dans mon genre, mais ça ne veut pas dire forcément que je suis heureux à cause de ça. Je suis heureux pour d'autres raisons, parce que j'aime, parce que je suis aimé, parce que plein de choses, hein, voilà. Donc le bonheur n'est pas entièrement lié à une question, mais souvent le malheur, si. Il y a une question qui vous pourrit la vie. Voilà comme on peut. En tout cas, on a un gros travail à faire d'explication. Et il faut recommencer 100 fois s'il le faut. Et s'il vous plaît, il ne faut pas prendre des postures à considérer que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous sur le sujet sont d'odieux réactionnaires. Il y en a, c'est vrai, mais pas tout le monde. Il y a plein de gens de bonne volonté, mais bon, qui ne comprennent pas où est le problème. Alors, Une autre question audio? Il y a un peu des Il y a questions. plein de cœurs et tout dans le chat. Hein, Et puis il y a des questions qui sont un peu peut-être décalées. Il y en a une qui était, je me souviens plus comment s'appelait la personne, qui demandait, alors peut-être il y a en ce moment une mode sur Twitch qui est de faire des vidéos de jeux d'échecs. Ok. Il y a plein de gens qui se sont mis à faire des vidéos de jeux d'échecs en ligne. Et il y a quelqu'un qui te demandait quel est ton elo en échecs, c'est-à-dire ton niveau en échecs. 0? je joue pas. Ah bon? Ça Ah, ça m'étonne. Non, je joue pas. Parce que je suis déjà occupé sur un échiquier toute l'année. trop compliqué. Ce serait par pause. Non, il y a beaucoup de similitudes. Vous avez les pièces qui se déplacent un par un. Vous avez celles qui vont en diagonale. Vous avez celles, une fois que vous êtes atteint, vous êtes mort. Non, c'est très comparable. Mais bon, en plus, il ajoute le fait que, en général, j'ai horreur de perdre. Non, parce qu'il y a des gens qui sont d'une nature heureuse. On me dit c'est Des bons des perdants. beaux joueurs, des beaux perdants, mais c'est pas mon cas. Moi, je déteste ça, donc je manifeste ma mauvaise humeur, ça énerve tout le monde, ça sert à rien. J'ai même arrêté je jouais aux cartes un temps. Vous allez voir ce que c'est que d'être un superstitieux pour un type ultra rationnel comme moi. Alors j'ai des théories sur tout. Je pense que quand on joue aux cartes et qu'on n'a que des mauvaises mains, on crée en quelque sorte un chemin pour la malchance jusqu'à vous. Donc Je vais cracher ma flotte. Donc je joue pas parce que je veux pas créer. Mais j'étais assez fort à certains jeux de cartes, mais j'ai arrêté. C'est fini. Je joue à rien, même pas aux dames, qui est quand même le niveau à peu près que j'aimais bien aussi jouer. Mais non, Pas mal. fini. Mais Le clairement, Go, sur ça me plaisait. Le jeu de Go, j'adorais ça. C'est vrai. Il y a des Ouais. gens qui ont mis ça quand t'as donné ta réponse sur les échecs. Il y a plusieurs. Enfin, j'ai vu passer au moins un Ouais. commentaire qui disait: je suis sûr, il joue au jeu de Go. Ouais, j'ai adoré faire ça. Ah ouais. Et quand j'étais vraiment gamin, j'avais imaginé un énorme jeu Ah oui, ça tu m'avais de dit. Go avec plein de des petits soldats, tu sais, en plastique. Bon, j'adorais ça. Mais alors, personne n'avait la patience de jouer avec moi jusqu'au point où j'avais le temps de le battre. Ouais, j'ai un peu eu le même problème avec Risk. C'est un jeu de guerre, etc., et qui prend des plombes à jouer. Et bon, je me suis retrouvé à faire des parties. Et très vite, ma famille a voulu arrêter de jouer à ça parce que ça prend. Il Trop faut de y passer temps. 3-4 heures. Non, mais là, pour tu faire n'as une plus le partie temps, tu es en complète. campagne présidentielle. Bah là, c'est plus tu me possible de toute racontes. façon. Bon. Vérifie T'as au peut-être passage. d'autres questions du chat Twitch. J'ai vraiment Pour des énormément. gens en audio, Des non? gens en audio. j'ai Et au énormément de tarot, demandes. monsieur Mélenchon. Non, J'ai je joue vilain. pas au tarot. Je me suis contenté de dessiner des cartes de tarot. J'ai vilain syndicaliste qui veut te poser une question, donc je t'ajoute. Je t'ajoute. Quoi? C'est en train Attends, de ça va charger. tellement vite là-dessus. Hop. Alors, pense à activer ton micro et vas-y, tu peux poser ta question à Jean-Luc Mélenchon. Ceux qui c'est ceux qui sont sur Twitter. Twitter. c'est ça Twitter, Ah oui, Space, d'accord. Ouais. C'est génial ça. Bonsoir Antoine, bonsoir Clémence, bonsoir Mélenchon. Alors moi, ma question elle est peut-être un peu simple et à la fois complexe. C'est dans le climat actuel où on a une Valérie Pécresse qui représente la droite mais qui s'extrême droitise, où on a une candidature Marine Le Pen et une candidature Zemmour, quel discours concret on peut apporter pour lutter contre le fascisme et en fait lutter contre le discours fasciste là qui est en train de prendre une ampleur absolument insupportable dans la société et
Mélenchon, tu en as été témoin parce que tu as été visé aussi par des fachos il n'y a pas longtemps avec une cible sur ta tête. Alors, comment on réagit à ça et comment on arrive à construire un discours qui puisse à la fois être cohérent et à la fois, ben, du coup, faire repenser, enfin, et les contrer concrètement dans le discours. Merci. Merci. Bon, déjà, on sera d'accord tous les deux pour dire que c'est pas une situation banale dans laquelle on est. Hein. Euh, L'extrême droite a progressé au fil du temps. Elle a gagné du terrain dans les milieux populaires qui lui a donné une force qui lui a permis ensuite d'attirer de la classe moyenne et de la classe supérieure qui se cache, hein, qui dit pas ouvertement qu'elle est d'extrême droite, sauf maintenant quand on voit des milliardaires commencer à afficher clairement leur soutien à des forces d'extrême droite. Mais ça a été ça la dynamique. Pourquoi ça a été possible? Parce que la gauche traditionnelle a pas tenu parole, a pas su garder groupés autour d'objectifs communs ces milieux populaires, et puis que pour finir, elle les a tout simplement trompés, trahis. Le sommet a été avec François Hollande, parce que je rappelle que à un moment donné, les socialistes avaient 22 régions sur 23 hein, dans ce pays. Donc ils ont eu à un moment donné toutes les possibilités de faire. Et puis les gens ont vu qu'ils faisaient rien, voire le contraire de ce qu'ils disaient. Alors ça a d'abord créé du dégoût, de la débandade. Là, je parle pour les idées. Puis après, il y avait la situation matérielle des gens. Hein. L'atomisation des statuts sociaux, les CDD partout, la précarité, l'intérim, tout ça, qui étaient des statuts exceptionnels il y a 30 ans ou il y a 40 ans de ça, et qui aujourd'hui sont la norme. C'est 85% des premiers boulots, c'est des CDD. Donc, une double explosion sociale, par les statuts qui sont moins en petits morceaux, et idéologique parce que vous faisiez confiance à un groupe, à une idée, et ils vous ont trompé. Les deux ont ouvert un champ à l'extrême droite, et si vous voulez, elle a su, créer une certaine dynamique. Bon, voilà. Pour autant, maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'on sait que c'est là, que c'est un problème, allons pas non plus complètement perdre de vue les possibilités que nous avons. Disons une chose, c'est vrai que sur un certain nombre de sujets, l'extrême droite a marqué des points extrêmement importants, voire a su quasiment devenir hégémonique. Alors, elle ne l'est pas sur le racisme, mais elle a réussi à banaliser le racisme au point que c'est une opinion comme une autre, alors que c'est un délit. Elle a su montrer du doigt l'immigration telle que des millions de gens dans ce pays pensent que le principal problème du pays, c'est l'immigration. Bon, qui est une folie, hein, parce que c'est pas vrai. Mais ils ont réussi à le faire. Alors sur ces sujets, c'est vrai, l'extrême droite tient le haut du pavé. Mais pour autant, le pays n'est pas sur des positions d'extrême droite. Pour tout le reste, le pays continue à être pour la Sécu, il continue pour être pour l'égalité, pour les services publics, très majoritairement. Donc tout ça, c'est des contenus qu'on attribue à la gauche autrefois, et que, pour ma part, je fais mien. C'est le pôle populaire, c'est ça, sa politique. Alors, que faire? Ben d'abord, résister. Je veux dire, déjà, ça commence par ça. Chacun d'entre nous est un bout de la muraille contre le racisme. Si vous ne laissez pas dire, si vous ne laissez pas faire, si vous protestez, si vous expliquez, si vous convainquez, eh bien déjà, vous avez fait fonctionner la muraille qui empêche la contagion de la maladie. Et puis après, il faut aussi être capable d'entraîner la société. Moi, je propose, si vous voulez, le programme L'Avenir en commun, c'est un programme qui entraîne, qui vous dit, allez, on va faire ci, on va faire ça, parce qu'il faut se dépêcher de le faire. Pourquoi? Parce que le changement climatique nous met tous en danger. Alors le jour où vous êtes en danger, la flotte est tombée à arracher la route, à arracher les fils électriques, à arracher les conduites d'eau. Si vous êtes tombé dans l'eau ou si vous êtes tout seul, vous ne demandez pas au gars ou à la fille qui vient vous aider, dis donc, c'est quoi ta religion? Parce que sinon, je veux pas de toi. Ou bien, vous n'allez pas commencer à trier autour de vous les gens, vous les prenez comme ils sont, vous êtes content qu'ils viennent à votre aide, et vous-même, parce que tout le monde le fait, hein, sauf, quelques imbéciles, mais tout le monde le fait, on va aider l'autre, puis on commence pas par dire, attends, est-ce qu'il a la bonne couleur de peau? On aide, voilà. C'est comme ça que font les gens raisonnables. Donc, l'avenir en commun, nos idées, c'est des idées qui fonctionnent sur l'entraide. Après,
Je termine, hein, parce que sinon ça dure 2 heures, mes histoires. Mais je vais quand même vous dire une chose, hein. L'histoire, c'est celle que vous allez faire vous-même. Je ne dis pas pour vous qui me posez la question, mais les gens qui m'écoutent. Il n'y a pas de martingale, hein. Il n'y a pas la solution miracle. Toutes les solutions passent par l'engagement personnel, la mobilisation, le changement des perspectives qu'on donne à toute la société. Et si vous ne le faites pas, eh ben vous aurez le changement climatique qui va tout vous dégager, plus le racisme, plus l'extrême droite, plus. L'histoire, elle est dans vos mains. Chacun d'entre vous, il peut quelque chose. Je dis ça aussi parce que, bon, c'est dans 3 mois maintenant, 4 mois, on va dire, mais la trêve des confiseurs arrive. Disons que du 10 décembre au 10 janvier, en France, on s'occupe d'autre chose que de politique. Bon, pas sûr, mais c'est comme ça d'habitude. Mais après, il reste 3 mois, du 10 janvier au 10 avril, pour le premier tour de l'élection. Si ça continue que... Bon, je ne vais pas engueuler les gens, parce qu'on m'a dit, faut pas que tu fasses comme ça, parce que si tu engueules les gens, ça ne marche pas. Peut-être bien, mais il faut quand même que je dise mon ressenti, ma manière de vivre ça. À un moment donné, il faut quand même aider ceux qui font. Faut quand même... En plus, qu'est-ce qu'on demande? Ça paraît si compliqué que ça, de donner un coup de main? C'est-à-dire de dire, bon, d'abord, 1, je vais voter avec vous, puis 2, je vais convaincre des gens qui viennent voter avec nous. Parce qu'on peut tout changer avec juste un bout de papier. Vous vous rendez compte? Un bout de papier que vous mettez dans une enveloppe, puis après vous le mettez dans l'urne, personne ne vous voit, bon sang. Vous êtes enfermé, vous avez tiré les rideaux, vous mettez le bout de papier et quick, vous pouvez tout changer. Voilà à quoi ça sert, et la dignité fantastique, la puissance révolutionnaire incroyable du bulletin de vote. Hein, il n'y a pas que le bulletin de vote qui change la vie, mais bon sang, le bulletin de vote, oui, il la change. Et si vous votez bien tous, hein, toc, vous aurez l'avenir en commun. Et vous verrez que quand on sera dans cette trajectoire-là, vous voyez le gars arriver ou la fille arriver, on va dire, bon, il nous faut 300 000 paysans parce qu'on va faire de l'agriculture bio, comme on a dit tout à l'heure. Oui, mais attendez, moi j'ai quelque chose à dire, est-ce qu'il y a des musulmans ici? Tout le monde dira, on ne sait pas, puis d'ailleurs on s'en fout, c'est pas le sujet. C'est le fait de faire ensemble, de changer le monde ensemble, qui va ridiculiser certaines positions. Hein. Bon, ridiculiser, mais je dis pas ça pour être blessant, mais je veux dire, ça sert à rien, on perd notre temps avec ça. On perd notre temps avec le racisme, la xénophobie et toutes ces bêtises. Voilà comment je vois le problème. Mais je vous dis à vous qui m'avez... Merci d'abord d'avoir été là, mais c'est ça qu'il faut dire aux gens autour de vous, quoi. Dire, vous comptez faire quoi vous-même? Que moi, ça va, j'ai fait ma part avec les camarades, on a créé un mouvement, les Insoumis. Vous pouvez donner des sous, tiens, à propos. Et puis vous pouvez aussi aller, vous connaissez, il y en a tous, tout le monde connaît au moins un maire, un conseiller général. Il faut dire, vous avez donné votre parrainage à Mélenchon? Non, pourquoi? Ah ben parce que je suis pas d'accord avec Mélenchon. Vous n'avez rien compris. On vous demande pas d'être d'accord avec Mélenchon, on vous demande de rendre possible le fait que M. Mélenchon puisse être candidat à l'élection présidentielle. C'est pas un soutien qu'on demande, c'est un parrainage. Donc vraiment, les gens, bougez-vous, là, c'est Noël qui arrive. Alors, au repas de Noël ou au réveillon, vous aurez forcément le maire, il finira par vous dire oui, juste pour que vous le lâchiez et qu'il puisse passer la soirée tranquille. Mais faites l'effort, ouais, j'ai besoin, parce que là, on a dépassé les 300, mais je suis pas à 500. Je suis pas, et c'est pas facile. Alors là, les derniers, là, les plus malins de tous, ils ont trouvé à dire, bon, ben, puis comme il n'y a pas d'union de la gauche, je signe pas. Bravo, très intelligent. Résultat, qui est-ce qui peut présenter sa candidature? Les partis qui ont déjà beaucoup d'élus. Voilà. Et puis les autres, comme nous, hein, où on en a moins, beaucoup moins, beaucoup moins, et ben on est mis en difficulté. Alors on est aidé par toutes sortes de gens, hein, d'accord? Mais ce genre de comportement qui consiste à dire tant que c'est pas l'union, on chine pas, et ben ça sert qu'une chose, les grands partis. Alors dites, ne soyez pas hypocrites, dites nous voulons éliminer des candidats et donc nous ne parrainerons pas. Mais ne dites pas c'est pas parce qu'il y a de l'union. Parce qu'il n'y aura pas plus d'union après que ce truc se soit fait. Donc vraiment, les gens, laissez tomber, donnez-moi un coup de main, j'en ai besoin. J'en profite pour dire une petite chose. Dans la liste des choses que vous pouvez faire, si vous avez envie d'aider, vous pouvez aller sur le site mélenchon2022.fr. Sur ce site-là, vous allez trouver à peu près tous les outils qui vous permettent d'agir. Et vous pouvez aussi télécharger sur votre téléphone portable l'application Action Populaire. Que vous soyez sur smartphone, enfin sur Android pardon, ou sur iPhone, c'est une application que vous pouvez télécharger, donc n'hésitez pas à le faire, ça vous permettra d'entrer en action, de rencontrer des insoumis. En plus, c'est révolutionnaire. C'est la première fois dans l'histoire politique qu'une application crée un réseau social qui est un réseau politique. Et les gens, il faut que vous sachiez qu'un parti politique, c'est pas juste une organisation. Nous, en plus, on n'est pas un parti.
Mais ça permet une communication qui est transversale pour ceux que ça intéresse, hein, et pas seulement de haut en bas ou de bas en haut, mais aussi transversale. Et un parti, souvent, dans une société aussi déstructurée que celle dans laquelle on vit, notamment quand vous êtes dans dans les milieux urbains, ce qui est le cas d'à peu près tout le monde, ben, c'est aussi un lieu de socialisation. C'est-à-dire vous rencontrez d'autres gens, en principe, qui sont en général sympas, parce que on partage ensemble des idées, des films, des choses qu'on a vécues ensemble, des fois des batailles sociales. Donc le réseau, c'est aussi un lieu de vie. Moi, j'ai été assez fasciné. L'équipe, ici, on a une équipe de développeurs qui ont fait un boulot qui est absolument inouï, de qualité. Et la plateforme Action Populaire, elle est maintenant, elle regroupe, je sais pas, de 11 000, 12 000, 13 000 personnes. Alors, par rapport aux 260 000 qui appuient ma candidature, c'est pas beaucoup, mais tout le monde n'a pas forcément envie d'être connecté aux autres. Et encore, c'est uniquement ceux qui ont téléchargé l'application, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui vont sur Action Populaire, sur le site. C'est ce que disait Gilles récemment, et je crois que pour le coup, on est à plus de 30 ou 40 000 personnes qui s'en servent assez régulièrement. Ouais, donc ça, c'est en fait. Alors, heureusement, ça intéresse personne, donc on nous fout la paix. On continue. Non, mais on ne tient pas à ce que les journalistes viennent se mêler de ça. Tout va très mal, ne vous inquiétez pas. Alors, je sais pas, tu as des Moi, questions j'ai de plusieurs chat? questions, et notamment des questions peut-être qui permettent de dire un mot de la suite sur le programme, Jean-Luc, notamment les plans. Je dis ça parce que c'est toi qui t'en occupes. Oui, mais Mais personne n'a posé la question. si, regarde, j'ai une question de 13 Grognon 13 qui Ça commence bien. qui dit: Hello, j'ai une question concernant les 300 000 citoyens et habitants en France qui sont SDF. Dans le clip de campagne, on voit qu'il y a peut-être un programme. Qu'allez-vous proposer pour qu'il n'y ait plus de SDF très rapidement? Bon, chaque fois qu'on me pose la question, qu'est-ce que vous ferez, vous savez, il y a toujours quelqu'un pour dire quelle serait votre première décision, tu vois. Ma première décision sera de me laver les mains, parce que je ne sais pas s'il n'y a pas des microbes partout sur les poignets à l'Élysée. Non mais bon, ça n'a pas de sens. La première décision que tu vas prendre, j'en sais rien, moi, il y a tellement de trucs à mettre en route. Ça sera de convoquer Clémence pour lui demander où t'en es avec les plans. C'est fini, oui ou non? Bon, alors oui, c'est Et on fini. espère Très que bien. ce sera fini. Tu as une liste de noms à me proposer, Clémence, pour s'occuper de ça. Alors, ça me permet de faire une transition. Hein. Alors, comment ça va se passer? Là, on a le programme. Il est déjà assez détaillé. Mais après, il y a la mise en œuvre. Alors, comme on a beaucoup d'avance, parce que Clémence a bien bossé, elle a fait la mise à jour du programme, puis ceci, puis cela, les consultations, les textes qui sont arrivés, la tournée des popotes de tous ceux qui étaient concernés par chaque chapitre du programme. Ça a été prêt à temps. Les parlementaires sont passés les derniers pour tout relire et donner leur avis. Et moi, le dernier à la fin des fins, sur les sujets où il y avait une petite contradiction. C'est quand même moi le candidat. Moi, je ne prends pas des trucs avec quoi je ne suis pas d'accord. Je peux avoir une autre idée, mais je ne prendrai pas en charge des choses où je ne suis pas d'accord. En plus, mon avis compte parce que j'ai quand même une certaine expérience, donc ça vaut la peine. Alors, quand on a eu fini tout ça, avec Clémence, on a dit on va lancer 2 séries de travaux, les livrets thématiques, c'est-à-dire thème par thème. Je parle l'éducation, le ceci, le cela, le sport, hein, tout ça est fait. Et puis, on va encore aller à un degré de précision plus grand, c'est le plan. Alors, les plans. Le plan SDF, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on m'interroge sur qu'est-ce que vous ferez d'abord, moi je commence par les plus pauvres. Parce que je crois que si je ne le fais pas moi, personne ne va le faire. Parce que les pauvres, c'est les premiers oubliés. Ils ne votent pas, souvent, parce qu'ils sont occupés à survivre. Les 300 000 en question, là, dans la rue, ils n'ont pas d'adresse, donc alors, le problème est encore plus réglé, ils ne votent pas. Donc tout le monde a plutôt... Déjà, c'est ceux qu'on peut oublier le plus facilement. Mais il y en a 300 000 sans-abri. Alors, c'est des degrés différents. Hein. Sans-abri, ça ne veut pas dire forcément dans la rue. L'autre jour, je parlais de ça avec William Martinet, et il me dit, attention, quand tu dis 300 000 sans-abri, tu as des gens qui ont été logés. Alors, c'est loin d'être génial, on est d'accord, mais enfin, il ne faut pas croire qu'il y a 300 000 personnes qui dorment dans la rue. Il y en a beaucoup, puisqu'il y a 2000 morts à peu près de la rue tous les ans. Hein, c'est pas rien. Hein. Je dis bien de la rue, parce que des fois, ils meurent après simplement parce que la vie a été trop dure pour eux pendant le temps où ils étaient à la rue. Alors, donc là, ça tombe bien que je parle de ça. Le plan, il est en route, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'en occupent. Il y a donc un plan
pour régler ce problème-là. Et justement, c'est William Martinet qui s'en occupe, parce que c'est un gars qui a une expérience professionnelle directe dans le domaine et une expérience militante, parce qu'autrefois, il a été le président de l'UNEF. Donc, c'est un garçon qui a à la fois une pratique syndicale, travail collectif, c'est un intellectuel, évidemment, donc il sait réfléchir, préparer, expliquer, et puis il a une pratique professionnelle qui le met au contact direct de tous les problèmes de la pauvreté. Donc, il y aura un plan, c'est ça les plans. Alors, maintenant, c'est Clémence qui est chargée de mettre en route, alors il y a une dizaine de plans, je crois que j'ai donné mon accord. Il y en a combien maintenant? 14. Non, mais alors tu viens me Tout dire, il y en a augmente. 10, tu m'en mets 4 en cachette, c'est ça? On fait passer des plans en loose dé. Pour le plaisir. Le plan pour la multiplication des plans, Voilà, tu exactement. vois. Alors, bon, il y a pas mal de monde qui a commencé à se mobiliser sur des plans. Ça, moi, j'adore, parce que c'est le côté pratique. Je pense que dans 3 mois, on sera vraiment prêt à faire plein de choses. Mais directement, on ouvrira la porte d'un ministère et on dira on va faire ci, on va faire là, on sait quoi faire et comment faire. Et évidemment, parce que il faudra que l'État lui aussi soit révolutionné. Et la révolution, c'est que toute la haute fonction publique va devoir prendre en charge un programme avec lequel certains sont à titre personnel d'accord, et puis d'autres ne sont pas d'accord. Mais la fonction publique sert et obéit. Mais bon, des fois, il suffit pas de dire ben oui, ok, je suis fonctionnaire, je sers et j'obéis, mais j'ai rien compris. Donc il va falloir aussi expliquer, et c'est ça que j'appelle révolutionner, c'est-à-dire conscientiser, élever le niveau de compréhension, parce que vous avez des gens maintenant, ça fait 20 ans, 30 ans que ça dure, qu'on leur bourre le crâne avec les idées libérales, qui pensent qu'il n'y a rien au-dessus du marché, que de toute façon, la vie est une compétition et que l'entraide, c'est bien sympa, mais c'est seulement à la troupe de scouts, et ainsi de suite. Donc c'est un changement tel de mentalité qu'il faudra le faire, n'est-ce pas, ma chère Clémence? Oui. Est-ce que tu veux prendre T'as une déjà question? dit oui, c'est déjà On ça. peut peut-être prendre une question audio, mais juste avant de passer aux questions audio, j'ai 2 questions qui sont assez rigolotes. Enfin, j'ai une question. Attends, il y a une question rigolote. Vas-y. Adrien, bonsoir. Allez-vous retenter faire un catogan comme lors du premier confinement? Le flou était incroyable. Comment le flou, quoi? Je sais pas ce que ça veut dire le flou. Je pense que c'est le flow. Je pense qu'il voulait dire le flow, Ah le oui, style. c'est ça. Je pense qu'il a fait une faute de style. frappe et qu'il voulait dire le. Oui, ben non, mais attendez, moi j'ai été contraint parce qu'il n'y avait plus de coiffeur. Et puis moi, j'ai pas osé me couper les cheveux moi-même et j'ai pas accepté qu'on me les Quand les coupe. Parce que- Non, mais attends, tous ceux qui prétendaient me donner un coup de main, ils rigolaient trop. Que ce soit honnête. Moi, j'aurais jamais Donc, osé. ouais, ouais, Moi, couper. j'ai moi, pas j'ai pas proposé, osé hein. J'aurais pas- avec des trous sur la tête. Bon, donc je suis resté comme un idiot avec mes cheveux et ils poussent très vite. Je fais partie des gens qui ont les cheveux qui poussent très vite. Bon, alors bon, voilà, on a fait une. Alors non, a ce fait qui une était photo. vraiment décevant, je vais vous le dire quand même, c'est que la même semaine, j'avais fait un magnifique texte qui était sur mon blog, d'accord, et il y avait, je sais pas, peut-être 80 000 personnes qui l'ont lu. Et le catogan, il y a eu presque 100 000 personnes qui ont trouvé ça intéressant et qui ont envoyé des messages. Déception totale. Je me prenais pour un intellectuel, c'est raté. J'aime Mais- mieux voir ma queue de cheval que... Cela dit, Quoi. on avait fait honneur à Robespierre parce que si mes souvenirs sont bons, Ah oui, c'est vrai. si mes souvenirs sont bons, on l'avait partagé en mettant. Enfin, il y avait une blague de quelqu'un qui avait mis. Avec comparé. Qui avait comparé ta coupe, c'était à l'Assemblée, c'était parti de l'Assemblée, tu avais fait un Ouais. discours, et quelqu'un avait dit on dirait Robespierre, et Ouais. tu avais Non, on il avait avait fait la blague. on avait mis une vanne sur, Ouais, je m'en sur souviens. Robespierre. Mais c'était... Enfin, il faut quand même que les gens le sachent, des fois on rigole entre nous. Donc ce soir-là, on avait fait un principalement. duplex vachement sérieux sur je sais pas quoi. Macron avait encore dû Oui, faire un c'est ça. discours pour expliquer que dorénavant, ça sera comme auparavant, mais plus lentement. Bon, et nous, on avait, bon, j'avais répondu à tout ça. Et puis après, on avait fait le petit frichti, bon, sans lequel il n'y a pas de vie militante. Non, le plaisir de la vie militante, c'est aussi le petit frichti après le truc sérieux. Et bon, alors ils avaient mis, alors, quelqu'un a dit tiens, on va essayer de te faire un catogan, tout ça. Alors bon, j'ai voulu voir parce que moi aussi je suis taquin et joueur. Et quand on a vu ça, ils ont fait une photo, on a dit bah tiens, on l'envoie. Et tac, on s'est retrouvé avec des. Je sais plus combien il y avait de retweets Ah, mais sur ce truc-là, incroyable. c'était incroyable. C'était la honte. C'était incroyable. Un sujet pareil intéresse. Mais enfin, on a bien rigolé. Hein. Alors, je t'en dis 2 autres qui sont un peu rigolotes avant de passer à une autre question audio.
t'as une question et tu as une affirmation. Je commence par l'affirmation, mais on a déjà parlé de ce sujet dans le dernier Allô Mélenchon, donc je vous inviterai à aller le regarder. Monsieur Mélenchon, j'ai 10 hectares qui attendent pour planter du cannabis. Je travaillerai avec bonheur pour l'État quand vous serez élu, nous dit Bullish 3000. Mais ce sujet-là, on l'a déjà traité la dernière fois. Ouais. Et il y a une question légère, pour le coup, de Charlotte Phi qui nous dit bonsoir déjà, qui est poli. Attends une seconde. Vas-y. Le comparateur sur le site Mélenchon 2022, il est top, on compare les programmes. Ah oui. C'est Clémence qui a eu cette idée-là, c'est génial. Pardon, excuse-moi. Non, mais vas-y. Ça y est, j'ai fait mon flash parfait. Publicitaire. Donc, on dit souvent que tu as travaillé comme dessinateur, et il y a quelqu'un qui demande si on pourrait un jour voir tes dessins. Non. Non, quand j'étais dessinateur. On lui a dit fais des réponses. Mais non, mais d'abord, Non. je dessinais sous pseudonyme, je dessinais pour gagner ma vie, d'accord. Donc je faisais des dessins pour la presse locale, et puis bon, c'était pas non plus de grandes merveilles. Après j'ai arrêté, maintenant, évidemment, continue. puis je dessine pour moi-même, pour mon bonheur, et ça, bon, c'est intime, donc je publie pas. C'est mon petit jardin secret. Si j'avais été moins malentendant, j'aurais joué de la musique. Bon, ma petite fille joue de la guitare, elle a de la chance. Moi, j'ai essayé, je savais jouer, c'est une poupée qui dit non. Pas mal, J'ai bien. dû répéter pendant un mois, tu vois, puis je me rappelle même plus comment on fait, mais il y a longtemps. Et bon, après, j'ai compris que c'était pas pour moi, j'étais incapable de distinguer, je savais pas le faire. Donc, le dessin a été mon activité artistique, et dans ma famille, c'est quasi traditionnel. Mon père dessinait, ma soeur dessine, ma petite fille dessine, mon grand-père, je dis, mon père, enfin tout le monde dessine. Donc vous savez comment c'est, quand il y en a un qui commence, tous les autres font pareil. Alors si vous avez des enfants, dessinez et ils dessineront. Jouez de la musique, ils joueront de la musique, faites des bouquets de fleurs, ils sauront les faire. Alors, on va prendre une petite question audio de Didier Gomez. Allons-y, ajouter comme intervenant. Là, on a fini Didier. avec les blagues. Enfin, des blagues, il y en a pas mal, mais en plus, ça suscite des vocations, tu vois, il y a des gens Et qui... 20h, va falloir qu'on arrête bientôt. Hein. Ok, d'accord. Vas-y. Alors, on prend peut-être une dernière question à ce moment-là. Vas-y. Didier, je sais pas si ça marche ou pas. Vas-y, pose ta question, je pense que c'est bon. Non, tu as... Est-ce que ça va vite? Ça défile vite, hein, ouais. Sur le chat, ouais. Vas-y Didier, ta question. Il faut activer le micro en cliquant sur le petit micro en bas à gauche. Voilà, c'est Le micro. Vous m'entendez? tout à fait. Ouais, bonjour Jean-Luc, bonjour Clémence et bonjour Antoine. Du coup, ma question, c'était une question concernant le vote, l'abstention, du coup. On voit qu'il y a beaucoup d'abstention. On parle du vote comme un droit, évidemment, c'est un droit. Et ne faudrait-il pas qu'il devienne un devoir citoyen et donc une inscription automatique sur les listes électorales dès qu'on arrive dans une commune, pour que justement les gens qui se décident au dernier moment ou qui auraient envie au dernier moment de mettre son bulletin dans l'urne et qui ne le font pas habituellement, du coup, pourraient le faire. Alors que là, une fois que les listes électorales sont clôturées, il n'y a plus de possibilité du coup d'aller voter et ça peut être un problème pour certaines personnes. Ça serait peut-être un des moyens en tout cas de limiter l'abstention. Voilà. Alors, vous avez complètement raison. Je vais vous dire ce qu'on prévoit. D'abord, je commence par un petit coup de gueule. Le gouvernement pourrait très bien faire une campagne publicitaire, comme c'était le cas autrefois, pour l'inscription sur les listes électorales, pour indiquer aux gens quelles précautions ils doivent faire. Et c'est maintenant qu'ils devraient le faire. Il ne fait rien. Pourquoi? Parce que M. Macron est intéressé à l'abstention. Il ne faut pas croire que ça le chagrine. Il est très content. Pourquoi? Parce que qui s'abstient? Toujours les mêmes, les milieux populaires. Parce qu'ils disent oh, tout ça. Bon, ou alors on a oublié d'inscrire. Et puis on se dit bon, de toute façon, c'est tout du pareil au même. Bon, bref, l'abstention la plus forte, je ne sais pas quelles sont les motivations, mais en tout cas, c'est dans les milieux populaires qu'elle est. Et puis ceux qui votent le plus, c'est souvent les plus âgés. D'abord parce que être âgé, voire même très âgé, c'est socialement connoté. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est que quand tu es un ouvrier, tu meurs plus tôt que quand tu es un ingénieur. Donc, les personnes plus âgées sont socialement plus délimitées. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ouvriers qui soient âgés, mais tout le monde sait que proportionnellement, en moyenne, suivant le milieu social, vous vivez plus ou moins longtemps.
selon que vous avez mis beaucoup votre corps à l'épreuve ou pas. Bon, c'est aussi simple que ça. Hein. Il n'y a aucun complot dans l'affaire. Bon, alors, ceux-là, ils votent beaucoup plus et ils sont plus conservateurs, moins portés à tout changer. Parce que, globalement, de bonne foi, hein, ils se disent « Ah, faut pas exagérer, ça va pas si mal. Bon, bah écoute, moi j'ai travaillé toute ma vie, regarde. Hein. Bon, ça se voit, c'est vrai. Et là, souvent, ça vous fait, vous regardez pas du bon côté. Et souvent, les gens croient que j'exagère quand je raconte 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. Tout à l'heure, ce qu'a dit notre ami, 300 000 mal logés, 300 000, pardon, sans domicile fixe. C'est beaucoup. Ils pensent qu'on exagère. Et de bonne foi. Je ne veux pas dire c'est parce que ça les intéresse pas ou qu'ils sont égoïstes, ils le pensent. Et puis de toute façon, ils ressentent pas la violence de la situation comme quelqu'un qui a plus l'électricité à la maison ou qui a faim ou qui mange moins pour que ses gosses puissent manger, comme c'est le cas aujourd'hui dans des milliers et des milliers de familles. Il y a 12 millions de Français qui ont froid en ce moment parce qu'ils chauffent moins que ce qu'ils devraient faire parce que ça coûte trop cher. Alors, tout ça pour dire que tout ça, ça vote pas de mon côté. Parce qu'ils se disent oh là là, Mélenchon, il est exagéré, et puis il veut tout changer, et puis, il y a toujours des bonnes raisons. Hein. Après, puis il y a aussi des gens qui disent attendez, moi, j'ai toujours été de telle famille politique, je vais pas voter pour ce gars, quoi qu'il raconte, même si je trouve qu'il le dit bien, je vote pas pour lui. Bon, bref. Donc Macron, ça l'intéresse que ça se passe comme ça. L'abstention, c'est sa bonne affaire à lui. Et puis vous en avez un tas d'autres que ça arrange aussi. Parce que les centres-villes votent plus que les barres d'immeubles, hein, d'accord. Alors dans le centre-ville, c'est un peu. Vous savez qu'aujourd'hui, sauf à Marseille, le centre-ville, c'est plutôt, ça coûte de plus en plus cher. Ouais. Bon. Alors donc c'est socialement aussi très typé. Ceux-là, ils votent et pas les autres. Donc l'abstention est un grave problème politique. Politique. Pourquoi ? Parce que on finit par avoir une société censitaire, comme on disait, c'est-à-dire ceux qui payent commandent. Alors déjà ils commandent d'habitude, hein, et puis ils commandent encore, même dans les bulletins même dans les bureaux de vote et même dans l'isoloir. Alors comment s'y prendre ? Moi je tourne pas autour du pot. Si je suis élu, je rendrai le vote obligatoire. Bah, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'un citoyen qui vote pas, c'est une voix, une idée, une pensée de moins pour le pays. Ce pays est démocratique, par conséquent, tout le monde vote, donne son avis sur les questions qui sont posées. Avec nous, vous savez qu'il y aura plus d'occasions de voter, puisqu'il y aura le référendum d'initiative citoyenne et le référendum révocatoire qui permet d'expulser un élu si on estime qu'il n'a pas fait son boulot. Alors, on votera plus souvent. Alors après, il faut respecter les gens, parce que le vote est obligatoire, mais si quelqu'un dit, moi, vote obligatoire ou pas, je ne veux pas donner mon avis. D'abord, ou bien j'en ai pas, donc j'ai pas d'avis, je sais pas quoi voter. Ou bien j'en ai un, c'est que je veux pas vous dire. Point, débrouillez-vous, je marche pas dans votre truc. Bon, voilà, donc il vote blanc. Il faut donc qu'on puisse compter le vote blanc. Il faut respecter ça, c'est une opinion. Et on est en démocratie, on peut obliger les gens à avoir un avis sur tout. Donc le vote blanc sera compté. Et puis pour ceux qui votent pas, il y a une punition, puisque c'est obligatoire. Donc, alors là, on a discuté. Est-ce qu'on met une amende ? Bon, alors une amende, ça réjouit tout le monde. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est facile à fixer. Mais après, on nous a dit, non, c'est pas une bonne idée. Parce que, autrement dit, celui qui peut se payer l'amende, il peut ne pas aller voter. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit, hein, parce que tout ça me dépassait un peu. Mais j'ai accepté tous ces arguments quand on me les a présentés. Et donc, à la fin, on a conclu que celui qui vote pas, ou celle qui vote pas, il aura un travail d'utilité générale à faire. C'est-à-dire, il doit rendre un service à la collectivité. Ça peut être un service très modeste, hein, pas non plus... l'heure au SMIC, c'est 12 €. Non, oui, 12 €. Bon, alors, si c'est une amende de 120 €, ça fait 10 heures. 120 €, ça fait cher. Mais mettons la moitié, 60 €. Hein. Combien tu voudrais, toi C'est maintenant qu'on... Tu t'abstiens. Je préfère que toi les Tu embêtes. négocies les amendes pour le vote. C'est Clémence qui va vous dire. Bon, vous avez compris tous, hein. Travail, une tâche d'intérêt général. Voilà comment, à mon avis, on réglera le problème. Mais clairement, alors après les inscriptions, dernier point. Normalement, ça devrait être automatique. Sauf qu'il y a plusieurs milliers de mal inscrits et de non inscrits. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ?
Le gouvernement ne fait rien, ça ne l'intéresse pas pour les raisons que je vous ai dit. Et puis, un tas de gros malins trouvent qu'ils n'ont pas envie que les cités populaires viennent voter. Ah oui, évidemment. Alors vous, qui peut-être m'écoutez, ou qui... bon, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vérifiez que tout le monde dans la famille est inscrit. OK? C'est pas si compliqué. Des fois, on peut aussi, avec la tablette, s'inscrire. Donc, le garçon ou la fille dans la maison qui sait faire marcher la tablette et l'ordinateur, il faut qu'il s'occupe de vérifier si c'est possible avec la mairie. Il inscrit toute la famille. Ouais. Hein? Ah bah ouais, bah faites-le. Faites-le, bon sang. Alors nous, on le fait. On y va. On va dans les quartiers populaires et on a découvert souvent des choses incroyables hein, avec nos tablettes. Des tas de gens se sont inscrits qui ne savaient pas que ça existait et que c'était possible de s'inscrire. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit. Faites le boulot, là encore, chacun d'entre nous peut le faire. Eh bien, écoute, Jean-Luc, je pense qu'on va arrêter pour ce soir cette Combien de temps émission. on a passé? Là, ça fait 1h30 qu'on y est. Ouais, 1h30. Et La dernière fois, on a abusé, je suis resté à point d'heure. On a eu 6000 personnes qui étaient en direct. Il y en avait 4000 sur Twitch et 2000 sur Twitter. Donc, c'est bien. mieux que la dernière fois. Donc, sans doute que cette émission... Bon, je reviendrai parce que comme c'est là, ça ne m'a pas épuisé. Parce que les semaines sont dures en ce moment pour moi. Tu as un petit encouragement avant de finir. Il y a le maire de Limon 63, maire de 21 ans. Je suis fière de te parrainer. À quand une venue dans ma commune d'Auvergne, proche de Châteldon, que tu connais bien. Ah, 21 ah oui, cher, Châteldon. avec plaisir, parce que à Châteldon, le maire, normalement, est mon copain. Bon, Châteldon, c'est génial. Vous avez déjà vu l'eau de Ils font de Châteldon? l'eau, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, de l'eau pétillante, non? Ah oui, c'est l'eau pétillante, mais La de meilleure. classe, s'il te plaît. Le roi de France faisait venir des tonneaux d'eau de Châteldon, hein, de cette eau gazeuse. Et puis après, elle était la propriété d'un collabo très connu, dont je dirais pas le nom, rien que pour l'embêter, là où il est. Et à la Libération, tout a été confisqué et donné à la mairie. C'est très bien. De Châteldon. Hein. Et alors, bon, voilà, alors il y a de l'eau de Châteldon. Moi, je demande la Châteldon. Il faut dire que ça coûte un petit peu plus cher. Je ne vais pas faire de reproches, hein. Mais bon, en tout cas, il vaut mieux prendre de la Châteldon que de n'importe quel autre. Hein. Moi, je vous donne mon avis. Alors, j'irai à Ami, c'est absolument certain, parce que il faudra que je passe en Auvergne au moins une fois. Hein. Donc, sans doute que j'irai dans les communes des copains. Alors, si tu me parraines, et tu pourrais pas en trouver quelques autres là autour. C'est Tony Bernard, vous pourriez pas vous y mettre un peu? Vous allez voir les collègues, tout ça, vous téléphonez, parce que là on n'est plus très loin, il m'en faut encore 170. Donc je sais pas moi, bon, me faites pas comme ça cuire comme ça pendant 3 mois. Hein, il me reste plus. En plus ça va aller vite. Hein. Fin février c'est terminé, je crois. Ouais. Donc c'est le moment de s'y mettre. Ok, je compte sur toi, Ami. Alors, on va clôturer cette émission. Déjà, avant de finir complètement, je vous invite encore une fois à suivre la chaîne parce que la prochaine fois, vous aurez une notification. Donc, ça peut être utile si vous avez aimé cette émission. Je vous annonce juste qu'on va lancer un raid sur la chaîne de JL Tommy. Tu sais, JL Tommy, c'est le chef de la team des JL. Dont on avait parlé dans le premier Twitchon, et je pense potentiellement ça va le faire un peu réagir de subir un raid avec l'autre chef des JL, celui de l'échiquier politique. Donc je prépare le raid et les amis, dès que on lancera ce raid, l'émission sera terminée. Donc merci. Je recommencerai parce que vraiment ça vaut la peine. D'abord, il y a plein de questions comme ça va moins vite. J'ai le temps de lire, c'est super, parce que là, on en a traité 4 ou 5, mais il y en a plein d'autres là-dedans qui sont sur des thèmes. Et je vous promets qu'on va le faire régulièrement. Parce que je termine là-dessus. Tous les outils qu'on a développés, ils ont chacun leur vie. Hein. Là, par exemple, cette semaine, l'événement, c'est que ma chaîne TikTok est passée devant la chaîne YouTube. Ouais. Parce qu'on est à 700 000 sur TikTok. Ouais. Et on est à combien? On est à 610 000 sur YouTube. C'est pas mal. Hein. On était censé faire une vidéo des 500 000 abonnés, on a déjà dépassé. Et après, tu m'as dit, on va faire celle de 600 000, raté, on fera celle de 700 000. Mais bon, tout ça, ça fonctionne. Et ce type de rencontre, pour moi, est très utile parce que ça pourrait me permettre d'aborder des tas de... Je pourrais trier mieux. Il faut qu'on trouve un truc pour que ça passe moins vite devant mon nez. Parce que normalement, ils font le tri tous les deux, pour ceux qui suivent, hein. Clémence et Antoine, et puis ils me passent des... Ça va très très vite. Merci parce que je trouve ça génial. Est-ce qu'on aura un jeu comme Fiscal Combat? Ben, j'espère bien, mais il faut que vous sachiez que ça, c'est des amis hein, qui l'ont fait. C'est pas C'était leurs 5 ans d'ailleurs. Ouais.
hier, je crois, au De quoi? Discord. Le Discord Insoumis. Insoumis, c'était leurs 5 ans hier. Ils ont fait une Yes. petite émission, donc on peut peut-être leur Discord souhaiter. Insoumis, bah Ouais. oui, Et- oui, on aimerait bien avoir encore un jeu cette année. Mais je crois qu'ils sont en train d'en préparer un. Je ne veux pas dire de bêtises, mais on me fait signe dans la régie qu'a priori, ils sont en train d'en préparer un. Et là, ce soir, pour l'émission, ils nous aident à distance. Toujours, ouais. Ouais, ils nous aident Ok. toujours. Ils ont fait de la modération sur le chat. Tu vois, il y a un certain nombre de personnes qui sont des modérateurs. Les modérateurs, c'est ceux qui apparaissent avec fini, une hein. petite épée verte. Yes. Et eux, Ah oui, d'accord. ils sont voilà. Bon, Ah eh bah, ben, merci à tout le monde, parce que vous savez, c'est ça notre énorme force. C'est que Mélenchon s'est créé qu'un E quand même depuis le temps. Parce que je vois ça sur le défilé. Notre grande force, c'est cet immense réseau de gens bénévoles qui font ça parce que ça les amuse ou parce qu'ils trouvent ça juste. Et il faut bien vous dire tous que chacune de vos contributions est préciosissime parce que ça aide. Vous n'avez pas idée d'à quel point ça aide. Alors, il y a celui qui sait faire une chanson, il y a celui qui sait faire un dessin, il y a celle qui sait proposer une construction, un jeu, un machin, etc. Tout le monde peut faire quelque chose. Il y a ceux qui savent courir après les maires et les conseillers généraux pour les faire signer. On peut aussi mettre des signatures sur le parrainage citoyen, parce que moi j'aime bien que ça se remplume, et on fait pas trop de propagande parce qu'on veut voir comment ça se fait tout seul, hein, comme ça fonctionne tout seul. Bon, tu m'expliques merci. pourquoi qu'est-ce que Parce c'est que tout ça on a Ça a commencé changé de chaîne. on a commencé le raid et donc les gens sont en train d'arriver dessus. Ok. Bon, merci Merci à beaucoup. tout le Allez, monde de nous bonsoir, avoir au revoir à suivis. tout le monde.